Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre, de retour et toujours pour vous servir dans un nouveau podcast. Eh bien écoutez, c'est un peu comme d'hab, je suis en montage et en montage de quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que je suis en train de faire là. Voilà, je fais du montage pour la chaîne, je prépare des petites choses, des idées que j'ai, tout ça. Et puis voilà, puis en fait, ben, l'inspiration vient ou pas pour un podcast parce que je n'ai plus de podcast d'avance. Et donc, bien, ce soir, les muses du podcast ont murmuré à mon oreille, l'inspiration est là, et donc me voilà. Je dis ce soir toujours, hein, car ceux qui connaissent un petit peu savent que je suis noctambule. Là, ça va, il est tôt, il est 1h35 du matin pour moi. Donc voilà, on est sur un petit début d'après-midi, là j'ai envie de dire, ou un petit milieu d'après-midi, peinard, ça va. Autre particularité, alors là je dois m'en excuser tout de suite, hein, tant qu'il est temps, le plus vite possible, hein, ma voix. Alors bon, déjà en temps normal, moi je me considère un peu comme un Jean-Michel Voix de chiotte. Mais c'est vrai que là, c'est Jean-Michel Voix de chiotte à un rhume. Donc évidemment, compliqué. Je sais pas si ça se remarque, hein, si vous l'avez entendu en fait, hein, mais voilà, je sors tout juste d'un rhume. Hein, et donc voilà, donc j'ai encore la gorge un petit peu comme ça, encore un chat dans la gorge, et puis voilà, le nez encore un peu bouché, donc ça altère ma voix, ce qui pour un podcast est un petit peu gênant. Donc je suis désolé, j'espère que ce sera pas trop désagréable. Moi en tout cas, ça l'est pour moi. Ça me rend les choses moins agréables pour parler, et puis ben, j'entends bien que c'est pas terrible. On va faire avec, hein. On va essayer comme ça. Alors le sujet de ce soir, donc, comme d'habitude, en fait, hein, c'est une improvisation à tout niveau, hein. Improvisation du sujet lui-même et improvisation du contenu du sujet, hein, de son déroulement, de son explication. L'idée m'est venue, donc ce sujet sur la correspondance, sur l'écriture de messages, l'échange de messages, autant des réseaux sociaux. Ça m'est venu de deux façons. En fait, c'est un mélange d'une récente conversation au Talk Club qui avait été initiée, il me semble, par des commentaires de Happy Few, des Happy Fewettes pour être précis. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'était ou Shihiro ou Margot ou les deux. Voilà. En tout cas, au dernier Talk Club, il y avait une discussion comme ça qui avait tourné sur la correspondance, sur le fait d'écrire des lettres, etc. Donc il y a eu ça qui m'a un petit peu trotté dans la tête. Et puis, bah, il y a eu en fait récemment en fait des expériences personnelles récentes, voilà, où je me suis un peu observé, un petit peu vu comme ça, en train d'écrire des messages, en train d'écrire des lettres, en train de faire ma propre correspondance, hein, et puis voilà, ça m'a inspiré des réflexions, je me suis dit tiens, c'est peut-être l'occasion un peu de parler de ça et de parler un peu de mon rapport à ça. Donc là, je préfère prévenir, je vais faire un avertissement très standardien, c'est du standard ça, mais je vais m'excuser d'avance pour l'égotisme de mon podcast. Voilà, l'égotisme, terme typiquement stendhalien, hein, mais égotisme parce que je vais dire des choses un petit peu générales, je vais essayer de faire en sorte que ça touche ouais, comment, largement en fait à des choses à portée générale, on va dire. Mais c'est vrai que là, inévitablement, je vais être amené à faire du témoignage en quelque sorte, à dire ce qui est mon vécu par rapport à ça, ce qui est ma façon d'approcher les choses, qui clairement n'est pas la normale. Donc du coup, ça va être très marginal. Je ne sais pas si beaucoup de gens vont pouvoir s'identifier à ce que je raconte. Donc vraiment là, ça va avoir valeur un peu de témoignage très égotiste et personnel, ce que je vais dire. Je vais vraiment raconter mon rapport aux correspondances, aux lettres, aux réseaux sociaux, comment moi je le vis avec ma façon d'approcher ça et mon ressenti pour ça. Mais voilà, là je prétends encore moins que d'habitude en fait toucher à une forme de vérité, donner des réponses ou quoi que ce soit. Là c'est juste voilà, une petite confidence comme ça là-dessus, sur ce sujet-là, quelques réflexions à l'aune de mon propre vécu, un petit peu atypique, hein, vous allez avoir l'occasion de le constater, et donc ça va être un peu aussi le sujet du podcast quelque part, hein, quelle place pour les personnes qui aiment comme ça la correspondance à l'ancienne dans ce monde de réseaux sociaux et de messagerie instantanée. Donc une dernière fois, hein, désolé d'avance pour ce Tell My Life. Alors, on va la jouer, introduction de dissertation, bien rasoir, bien cliché, mais bon, pendant longtemps, de tout temps les hommes, hein, pendant longtemps, bah, la correspondance, en fait, hein, ça a été synonyme de lettres, hein, évidemment, hein, parce qu'avant la technologie, tout ça, la correspondance impliquait forcément un système d'écriture de lettres. Et donc, voilà, on s'envoyait du courrier, etc. Ça a évolué avec le temps. On envoyait des messagers à l'époque, hein, voilà, au temps de marathon, hein, d'où le terme marathon, hein, le messager marathon qui a couru hein, pour transmettre un message.
Ensuite, ce qu'on appelle la malle-poste, hein, ça c'est une grande avancée pour le courrier, hein, quand on a commencé à avoir des auberges, hein, des relais de poste, hein, sur le long des routes. Ils ont changé les chevaux, tous les relais de poste, hein, comme ça aussi les postillons, les cochers pouvaient manger une petite omelette, se faire servir une petite bière par la tenancière de l'auberge qui s'est peut-être la trousser dans l'écurie. Et puis après, vous pouvez reprendre en fait la route, et donc avec le système de la malle-poste, en fait, c'est une espèce de train avant l'heure, en fait, hein, ça allait très très vite, on pouvait envoyer des lettres, hein, dans Liaison dangereuse, des choses comme ça, ou dans le Rouge et le Noir, hein, les lettres, elles voyagent par la malle-poste, et la malle-poste en plus servait aussi donc de transport en commun, en fait, hein. Julien Sorel voyage dans le Rouge et le Noir, dans une malle-poste, hein, avec le courrier, voilà, donc ça ce sont des choses connues. Et puis bah, après il y a le train, etc. Voilà, donc on s'envoie des lettres. On va pas faire toute l'histoire de l'écriture des lettres et de la correspondance, autrement on sera pas rendu. Voilà, et puis bah bon, il y a eu des bouleversements technologiques qui évidemment ont ou ringardisé, ou en tout cas m'ont forcément rendu moins nécessaire, moins urgent, voire dépassé effectivement les échanges épistolaires, qui sont toujours un peu restés. Déjà ils sont restés pour le mode administratif officiel, on sait qu'on reçoit toujours des courriers pour des choses importantes, mais aussi, voilà, bien sûr, hein, les gens s'enverront toujours des lettres, il y aura toujours deux trois marginaux, ne serait-ce que ponctuellement pour s'envoyer des lettres, hein, ça peut arriver de temps en temps, genre les cartes postales qui sont restées une tradition, mais aussi évidemment, voilà, les lettres en général, voilà, qu'on peut s'envoyer occasionnellement, juste parce qu'on a un petit moment de sentimentalité, etc., ou les amoureux, tout ça. Donc bien sûr, ça n'a pas complètement disparu, mais clairement, bon, ça a pris du plomb dans l'aile, on va pas se dire le contraire, surtout autant maintenant, alors, on est carrément rendu au smartphone, aux messageries instantanées, aux réseaux sociaux. Bon là, clairement, aujourd'hui, voilà, il y a très peu d'occasions réelles, urgentes d'écrire une lettre, à part si on en a vraiment envie. Ce dont il va être question, évidemment, dans la suite de ce podcast, dans ce que je vais expliquer, témoigner me concernant. Alors, on parle smartphone, mais avant le smartphone, il y a eu le phone tout court, hein, le téléphone. Et déjà, en fait, ça suffit à tuer la correspondance. On le sait, bah forcément, vous vous rendez compte. Soudain, ces gens à qui il fallait envoyer des lettres qui mettaient des semaines à arriver ou des jours, et puis on n'entendait pas la voix de l'autre, c'était très indirect. Le courrier pouvait se perdre, etc. Tout d'un coup, on avait la personne au téléphone. On voit ça dans Downton Abbey, hein. Dans Downton Abbey, ils se font installer le téléphone, c'est révolutionnaire. On peut entendre la voix de quelqu'un qui est pourtant à l'autre bout du pays, ou carrément dans un autre pays. Mais c'est dingue, hein, ce qui s'est passé, évidemment. Il faut se mettre à la place des gens à l'époque. C'est de la science-fiction pour eux en direct, quoi. Donc ça a été magnifique, cette invention du téléphone. Mais c'est vrai qu'évidemment, elle a causé des ravages, hein, dans ce monde de la correspondance écrite, qui était très romantique. Et en fait, on le voit même en fait, en cas concret. Je me souviens d'une anecdote qu'un professeur de lettres modernes nous avait raconté. J'avais adoré. Je l'ai jamais lu moi-même, hein, cette anecdote, hein, mais il nous l'avait raconté. Ça m'a beaucoup marqué, parce qu'on parlait de tout ça, justement. Et il nous parlait de la correspondance de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Donc, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, hein, ils ont été, voilà, bien sûr, de grands intellectuels, mais aussi, bien sûr, des amants connus. Ils sont enterrés ensemble, hein, au cimetière du Montparnasse, hein, là où est enterré Baudelaire. Ils sont à l'entrée quasiment, hein. Vous entrez au cimetière Montparnasse, sur votre droite directement, il y a la tombe de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Et, euh, et donc, bah, ils avaient publié leur correspondance, hein. Donc, on a la correspondance de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Et en fait, le professeur nous racontait qu'il y a un moment, tout d'un coup, les lettres s'arrêtent. C'est très soudain. On a une interruption comme ça de la correspondance dans le livre. Et il y a une parenthèse de Simone de Beauvoir qui écrit: à partir de ce moment-là, nous nous sommes téléphonés. Et paf, terminé. Tout d'un coup, on perd le contenu des discussions de ces deux personnes. C'est aussi bête et radical que ça. Ils ont commencé à se téléphoner. Bah évidemment, eux, ils n'allaient pas se faire chier. Ils ont commencé à s'appeler. C'était beaucoup plus sympa et direct pour eux. Problème, la postérité, c'est une grosse perte pour elle parce qu'on perd leurs échanges. Du coup, on n'a plus de traces de leurs échanges. Alors, il aurait fallu qu'ils enregistrent leurs appels, etc. Voilà, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on n'a pas, voilà, la correspondance s'arrête brutalement pour une histoire de téléphone. À partir de ce moment-là, nous nous sommes téléphonés. Fin. C'est assez révélateur, vous voyez, de ce qui se passe. Là, on pourrait faire un peu ça. À partir de ce moment-là, j'ai eu les réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, j'ai eu un smartphone. Alors évidemment, il n'y a pas plus éloigné aussi, intrinsèquement, en termes de valeur, hein, que le monde des réseaux sociaux, et d'Internet et des smartphones, par rapport au monde de la correspondance tel qu'il a longtemps été. C'est les opposés. Le monde des réseaux sociaux et du smartphone, c'est le monde de la vitesse. Ça doit aller vite. Tout doit aller très vite. C'est le monde de la disponibilité instantanée, c'est le monde du chat, la messagerie instantanée, hein, ça porte bien son nom. De la concision aussi, parce que concision bien sûr de Twitter, hein, 140 caractères au début, 280 par la suite, et puis bah, la concision de toute façon est de mise en général. Les pavés, c'est pas très très bien vu, ça choque l'œil tout de suite quand on en voit là où c'est permis. On peut faire des pavés, hein, sur Facebook, on peut faire des pavés, on peut faire des pavés dans des messageries privées, mais c'est vrai que bon, c'est pas la coutume et on voit que c'est pas fait pour ça. Ce n'est clairement pas fait pour ça. C'est pas confortable, etc.
Et donc voilà, donc dans un monde de concision, de rapidité, voilà, de brièveté, d'efficacité, etc., évidemment, eh bien, ce monde de la correspondance écrite qui prend son temps, qui peut être un peu bavarde, et qui va aller au fond des choses, ça ne peut pas aller. Il y a un problème, en fait, le média ne coïncide pas avec les valeurs. En fait, les choses sont toujours plus profondes qu'elles ne paraissent. Et c'est vrai que, bien sûr, toutes ces contraintes techniques et ces contraintes d'état d'esprit pèsent lourdement sur sur l'état de la correspondance de nos jours. Mais le fond du problème est toujours plus profond, justement. Et moi, je pense que plus largement, ça touche à un problème de rapport au temps. Hein, c'est un problème de temps. C'est un problème aussi de profondeur d'âme ou de psychologie. Là, l'accusation est un petit peu plus lourde, parce que ça revient plus ou moins à dire que nous serions superficiels désormais de nos jours, beaucoup plus qu'avant. Sans idéaliser le passé pour autant, hein, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, voilà, on est peut-être plus porté à la superficialité des échanges. Et puis, une question de générosité aussi, hein. Et j'ai envie de dire d'effort, de courage. Alors, je sais pas comment dire ça, effort, courage. Donc, le contraire de la paresse, hein, on revient à la paresse. Voilà. Donc, quand vous mélangez comme ça le facteur temps, le facteur superficialité, profondeur, le facteur générosité, effort, eh bien, on obtient un petit peu ce qui sous-tend le recul de la correspondance écrite, on va dire, dans les règles de l'art, vraiment élaborée, approfondie, dans le temps, assidue, etc. Et dont je déplore la disparition et à laquelle j'essaie encore moi de participer, tant bien que mal, parce que moi ça me tient à cœur et que je ne sais pas si je peux me passer de ça en fait, et que c'est ma façon de faire simplement. Alors maintenant que j'ai fait l'introduction bien générale, bien vaste, façon dissertation, on part de très loin, je vais faire un deuxième titre d'introduction bien cliché, l'introduction plus personnelle, hein, le truc à la Proust, hein. Longtemps je me suis couché de bonne heure, et bien voilà. J'ai toujours aimé les lettres. Voilà. L'introduction un peu perso. J'ai toujours aimé les lettres. J'ai toujours aimé lire les lettres des autres, en recevoir, qui sont adressées, et lire celles qui sont adressées à moi, mais même lire celles qui ne sont pas adressées à moi, lire les lettres des autres, pour les autres. Aimer bien sûr en écrire. Bref, je sais pas, j'ai toujours eu quelque chose avec les lettres. Alors pas les lettres stéréotypées, hyper figées, la date, l'adresse en haut, comme on apprend à l'école, hein. À l'école normale, on nous apprend à écrire une lettre un petit peu de façon formelle, hein, le nom bien écrit en haut pour le correspondant, vous savez, de la ville du coin, là, cher machin, j'espère que tu vas bien, bien à toi, bidule. Bon, ça c'est assez rasoir, honnêtement, ça aurait pu me dégoûter. Moi j'ai détesté l'expérience des correspondances à l'école, avec nous, c'était pas avec des étrangers, c'était avec des bouseux du coin, là. Honnêtement, moi, j'avais détesté ça. Déjà parce que le correspondant était un gros con, voilà, pas surprenant, mais enfin bon, je me souviens très bien d'un jour, on les a rencontrés, les correspondants. Il m'a zappé complètement, clairement, on n'est pas fait pour s'entendre, voilà, donc on n'avait rien à voir l'un avec l'autre. On nous avait mis en correspondance comme ça par hasard, hein. On n'avait rien à voir l'un avec l'autre, hein. Donc il a fait sa vie, j'ai fait la mienne, je me suis retrouvé d'ailleurs tout seul, hein, normal, hein. À l'époque, c'est ce qui m'arrivait beaucoup quand j'étais petit, hein, avant le collège-lycée, avant que ça aille un peu mieux pour moi de ce côté-là. Et donc voilà, mais donc non, ça c'était ringard, hein, le coup de correspondance et tout, c'est naze. Il faut correspondre avec quelqu'un qu'on aime profondément, qu'on connaît, ou en tout cas qu'on a envie de connaître. Il faut vraiment une envie, il faut quelque chose de, il faut un lien, il faut une connection. Je déteste le terme hein, anglais utilisé souvent pour le cul, mais là bon, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est vrai faut avoir une connexion pour créer une bonne correspondance. Si c'est avec quelqu'un de random, quelqu'un qu'on peut pas piffrer, ça va jamais donner quelque chose de beau ou de brillant. Donc voilà, donc ça, voilà, j'ai toujours aimé les lettres, voilà, aussi bien à titre personnel, en tant que lecteur et en tant qu'auteur de lettres, mais en fait aussi en tant que genre littéraire. Les lettres, c'est ce que je trouve extraordinaire avec les lettres, c'est que ça peut se prêter à tous les genres littéraires. Je crois que c'est le seul format qui peut englober tous les genres littéraires. Avec des lettres, vous pouvez faire un roman épistolaire, c'est bien connu. Vous pouvez faire un roman épistolaire de tous les genres. Vous pouvez faire un roman épistolaire galant, libertin, hein, liaison dangereuse, tout ça. Un roman épistolaire très romantique, comme La Nouvelle Héloïse de Rousseau ou alors Les Lettres portugaises de Guy Grag. Vous pouvez faire des lettres philosophiques. Vous pouvez faire donc des essais. Hein, vous pouvez faire voilà, des lettres finalement qui ne s'adressent à personne en particulier, mais juste des lettres philosophiques lancées comme ça au public, comme des lettres ouvertes. Vous pouvez faire des lettres adressées personnellement à quelqu'un, mais quand même faire de la philosophie. Les lettres à Lucullus de Sénèque. Donc ça, c'est extraordinaire aussi, parce que voilà, on a une mise en scène, on a entre la vraie correspondance, en même temps une correspondance qui est ouverte à un public, à un lectorat, et en fait on en profite pour adresser des préceptes, mais on le fait sur un plan très intimiste, en faisant comme si on les adressait qu'à un ami. Enfin, c'est absolument génial, les lettres à Lucullus de Sénèque.
Et voilà, on peut faire des lettres, imaginons en vers, donc des poèmes, en même temps des lettres adressées à quelqu'un, les héroïdes hein, d'Ovide. Hein. Les héroïdes de d'Ovide, c'est un des poèmes les plus connus d'Ovide. Et les héroïdes, c'est en fait des lettres écrites par des héroïnes de la mythologie qui ont été abandonnées par des hommes. Alors si vous êtes féministe, hein, ça c'est un texte très apprécié des féministes parce que c'est voilà, c'est un texte un peu girl power, hein, c'est un peu les mecs tous des porcs, les mecs tous des salauds, MeToo, parce que voilà, c'est toutes les femmes victimes d'un homme dans la mythologie qui se sont fait abandonner, Didon, hein, parrainé, Ariane par Thésée, etc. Et donc qui écrivent une lettre comme ça de plainte, voilà, qui se lamentent, voilà, donc les héroïdes. Et donc souvent d'ailleurs les lettres portugaises de Guirag hein, eh bien, ont été considérées comme une espèce d'héroïde moderne, hein, parce qu'on est un peu dans le même scénario. Donc voilà, non, les lettres c'est extraordinaire, on peut vraiment faire tous les genres littéraires et philosophiques avec les lettres, et c'est un genre du coup très très souple, un format très très souple, très très flexible au niveau de ce qu'on peut faire avec. Et donc rien que pour ça, ça a un charme inouï. Et même du coup des lettres authentiques bien sûr hein, deviennent en elles-mêmes un genre littéraire. Hein. La correspondance littéraire, ça se lit. euh, on a la correspondance de Flaubert qui est très connue, entre autres celle avec George Sand. On a la correspondance de Proust, de Baudelaire. Moi j'ai lu toutes les lettres de Baudelaire, hein, les 2 volumes de Pléiade de lettres de Baudelaire, essentiellement adressées ou à ses amis auteurs et éditeurs et à sa mère. Hein. Les lettres à sa mère, c'est sont toutes les meilleures. Et puis voilà, enfin, tous les écrivains ont une correspondance en fait qui a souvent été rendue publique, publiée, parce que souvent de qualité, aussi brillante que eux l'étaient, intéressante, ne serait-ce que pour les spécialistes ou les curieux, et parfois des vrais monuments d'idées, de littérature, tout ça. Donc voilà, on a vraiment des grandes correspondances, et même des correspondances, vous voyez, amateurs ou amatrices, entre guillemets. Par exemple, Parole de poilu, hein, je pense qu'on a tous eu ça à lire, je crois, quasiment quand on était au collège. Euh, Parole de poilu, c'était donc les lettres qui avaient été éditées par France Bleu après un appel de la radio France Bleu qui avait demandé à des enfants, des petits-enfants de poilus, d'envoyer des lettres de leurs grands-parents, de leurs parents, qui avaient été écrites durant la Grande Guerre. Et puis bah, ils ont rassemblé les meilleures lettres, et donc on a un recueil comme ça, assez touchant, c'est vrai, de lettres en fait d'anonymes. Hein. C'est pas des écrivains pour le coup, il y a deux trois écrivains dans le lot, des gens à l'époque qui étaient des lettrés. Il y a des écrivains qui ont participé à la Première Guerre mondiale, on le sait. Hein. Alain Fournier, l'auteur du Grand Maul, Apollinaire, hein, le poète Apollinaire, Maurice Genevoix, hein, qui est maintenant panthéonisé, tout ça. Mais en tout cas, c'était des gens anonymes, hein, des gens juste de la vie de tous les jours, mais qui écrivaient bah, à leur maman, à leur fiancé, à la femme qu'ils aimaient, à leurs potes, qui avaient la chance de peut-être pas aller au front, même s'il n'y avait pas grand monde qui avait échappé au truc à l'époque. Et voilà, et donc on a leurs lettres. Donc là aussi, finalement, vous voyez, on se retrouve avec une œuvre littéraire quasiment, même si c'est plus historique que littéraire, mais on se retrouve quand même avec une œuvre, alors que ce sont des lettres personnelles et qui ont rien d'extraordinaire à la base, mais le contexte les rend extraordinaires. Voilà, donc les lettres, franchement, moi je n'ai pas assez de mots pour décrire ma fascination pour ce format. Le charme qu'il a, le charme inouï, l'aura qu'il a, l'aura romantique et tout le potentiel qu'il a. Voilà, donc du coup j'aime les lettres, et donc bah, j'aime en lire, qu'elles soient adressées à moi ou pas, et j'aime en écrire. Donc ce qui ressort encore une fois de tout ça, c'est que la vraie difficulté en fait avec les correspondances, entre autres épistolaires, vraiment les lettres, hein, c'est de trouver bah, le correspondant ou la correspondante, et entre guillemets à la hauteur. Hein, parce que quelqu'un qui veut, c'est déjà une chose, quelqu'un qui veut recevoir, mais qui en plus va rendre, va envoyer, c'est encore autre chose, mais quelqu'un qui va envoyer du lourd et du aussi lourd que vous, si vraiment vous êtes bon là-dedans, c'est encore autre chose. Donc vraiment, c'est pas gagné. Enfin, je respecte trop le genre en fait pour prendre ça à la légère, et donc souvent en fait, c'est vrai que les personnes un peu présument de leur force pour faire une correspondance alors que ça demande un investissement en temps, en énergie et de vraiment s'appliquer si on veut faire ça bien, bah, qui n'est pas fourni en face. C'est juste ça, c'est juste ça que j'observe. Et du coup, je trouve souvent que, en effet, dans le monde comme ça, dans les forums où il y a des sujets, cherche correspondant, qui veut correspondre pour machin, les gens présument un petit peu de leur force, et parfois, voilà, c'est pas, ça envoie pas forcément tant du lourd que ça, voilà, c'est juste ça. Bref. Alors, les qualités requises du coup pour faire un bon épistolier ou pour faire des bonnes lettres. Bizarrement, ça va pas être forcément le style et le talent. Ça, c'est en effet, ça c'est la touche, c'est le vernis, c'est vraiment la touche esthétique, c'est la touche littéraire. Effectivement, pour vraiment en faire carrément quelque chose d'artistique quasiment. Hein. Donc évidemment, ça peut que être plaisant, ça ne peut que être sympa. Mais pour moi, c'est vraiment le vernis final. C'est un bonus. On n'a pas à être un grand écrivain pour faire une belle correspondance. Ça va pas être le critère essentiel selon moi. Alors on pourrait dire de la culture, des idées et une pensée. Déjà, je trouve qu'on s'approche un petit peu. Parce qu'évidemment, plus on va être curieux de choses, plus on va avoir des choses à raconter, donc avoir de la culture éventuellement, des idées, une pensée, effectivement, plus la lettre peut être
intéressante, il y a du contenu. Donc c'est déjà plus intéressant que le style. Même si c'est pas hyper bien écrit, bah, au moins, il y a des choses à raconter, il y a des idées. Ça, c'est déjà pas mal. Mais même là, je suis même pas sûr que ce soit là que ça se passe. Euh, Moi, je pense que ça se passe ailleurs, et je le redis, je crois que je l'ai dit précédemment. Pour moi, ce qui va faire une bonne lettre, c'est le temps qu'on y passe, et donc sous-entendu, la générosité en temps, mais pas qu'en temps. La générosité vraiment au sens de partage, et donc partage de confidence et d'émotion. Et donc, moi, je dirais la profondeur. Avoir de la profondeur psychologique et émotionnelle, et être généreux et de son temps, pour prendre le temps d'expliquer tout ça, de le partager, et donc généreux de ses émotions, de ses confidences et de son intériorité, ça fait un bon correspondant ou une bonne correspondante. Et jamais un grand style n'égalera cet aspect-là. Vous pouvez avoir une lettre qui n'est pas hyper bien écrite, qui n'est pas la lettre d'un grand littéraire, qui n'est pas pleine de références culturelles du tout, mais qui est à cœur ouvert. Et ça, c'est la marque d'une grande lettre. Et je pense que c'est aussi, et peut-être surtout pour ça, que les lettres, finalement, ça n'a pas un immense succès, et que je me prenais autant de râteaux quand j'étais au lycée, au collège, qu'il y avait peu de volontaires, et que quand il y en avait, elles étaient mauvaises. Parce que les gens, pour beaucoup, c'est des constipés. Voilà, hein, comme dirait Katia dans le Père Noël est plus dur, vous êtes myope des yeux, myope du cœur et myope du cul. Moi, je crois beaucoup à ça. Moi, je pense qu'on est entouré de constipés du cœur et du cul un peu moins, bizarrement. C'est drôle, hein. Le cul, ça va plus facilement pour les gens, c'est bizarre, hein. Mais alors, les gens, pour leur faire parler de leurs émotions et de ce qu'ils ont au fond de leur tête, bah, bonne chance, hein, vu les constipés de merde que c'est. Moi, ça me rend fou, parce que moi, je suis pas comme ça, et moi, j'en tire une frustration immense. Pour leur tirer les verres du nez, les gens, bah, putain de merde. Donc, je sais pas s'ils se prennent pour des VIP, des stars, des divas, comme ça, hein, trop important pour que pour livrer facilement ce qu'ils ont en eux. Mais c'est vrai que c'est très difficile, en fait, que les gens vous accordent leur intimité psychologique. Alors vous allez me dire, bah c'est normal, du coup, attends, intimité psychologique, c'est énorme. Ah non, le terme sonne très grandiloquent. Moi, je trouve que c'est pas forcément énorme. Pas obligé non plus, comme ça, de tout déballer d'un seul coup et d'aller dans des trucs hyper grinçants et graves. Mais c'est un mindset, comme on dit en anglais, c'est un mindset, c'est un état d'esprit, l'intimité psychologique. Ça peut être basique, mais c'est sûr que pour les lettres, pour faire une bonne correspondance, il va falloir vraiment, c'est ça qu'il va falloir vraiment, cette générosité dans le temps et dans les émotions et les confidences. Il faut être généreux. Il ne faut pas attendre de recevoir et il faut vraiment savoir donner. Et, et donner dans ce registre-là. Voilà, vraiment dans la profondeur psychologique, dans l'intimité psychologique. Et c'est comme ça, en fait, en créant cette connexion d'ordre psychologique, que là, on va avoir quelque chose qui va être profond. La correspondance va prendre en profondeur. Ça va pas être superficiel. Parce que les correspondances de merde, moi, du type, alors moi, hier, j'ai fait les courses, après, j'ai fait ça, après, j'ai fait ça, puis je pense faire ça demain, voilà. Toi, alors, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est pas la peine, autant s'appeler. Là, faut se donner un petit coup de fil, ou il faut s'envoyer un SMS. On gaspille pas de l'encre et du papier pour ça. On le faisait pas trop à l'époque, ou alors, de force, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de communiquer. Mais une lettre, une belle correspondance, on ne se raconte pas des conneries et des broutilles. Déjà, c'est chiant à écrire, mais c'est chiant à lire. Donc, il faut un peu monter le level, quoi, hein, vraiment monter le game, hein. Donc, pour ça, rien de tel que la notion d'intimité psychologique et intellectuelle, et donc cet aspect comme ça émotionnel en fait, hein, voilà, et d'intimité. Et c'est ça qui va faire la marque d'une grande correspondance. Alors, il y a trois types de correspondance qui fonctionnent bien. Il y a trois registres. Si vous partez sur un des trois, vous êtes quasiment sûr que la correspondance peut être réussie. Parce que ça s'y prête très bien. Parce qu'on peut correspondre typiquement avec n'importe qui. Mais comment. Si c'est du tout trivial, voilà, du quotidien, ça va très vite être chiant et ça va pas être une grande correspondance. Bon, on va aller sur l'évidence. Clairement, la meilleure correspondance qui soit, c'est la correspondance amoureuse, hein. Je veux dire, il n'y a rien de tel. Là, pour le coup, pour aller dans le domaine de la générosité des sentiments, dans la générosité des confidences, dans l'intimité psychologique et dans la profondeur, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux que ce registre où quelqu'un d'amoureux s'adresse à quelqu'un qui n'était pas amoureux de lui en retour, mais en tout cas à qui il dévoile ses sentiments, ou alors qui est amoureux en retour, et du coup là on est dans un dialogue entre deux cœurs, entre deux âmes, entre deux êtres qui s'aiment, et qui à la fois s'échangent des nouvelles, et puis en même temps parlent à l'autre de leurs sentiments, etc. Et là on est vraiment dans quelque chose, voilà, là
on a tout qui est favorable à une bonne correspondance. Alors après, il faut que le reste se passe, il faut que ça suive, mais c'est un très bon départ et un très bon registre. La correspondance amoureuse, de toute façon, ça a toujours été une des plus fécondes et une des plus efficaces. Donc celle-là, elle est très bien. Maintenant, pas obligé de passer par l'amour ou par quelqu'un, voilà, une conjointe, etc., une petite amie ou quoi que ce soit. La correspondance intellectuelle. Alors ça marche bien aussi. Mais alors, du coup, de préférence en fait avec un ami ou une amie, quelqu'un d'estime. Ou alors, il y a une relation comme ça de respect. Alors ça peut être aussi un maître et son disciple. Alors moi, du coup, c'est mon cas pour le coup. Moi, j'ai fait de la correspondance amoureuse, forcément. Et puis, bah, correspondance maître-disciple, c'est ce que j'ai vécu et vis encore avec mon maître. Depuis maintenant une dizaine d'années. Ça paraît fou à se dire maintenant. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on correspond. Ça fait 10 ans qu'on s'écrit des mails. Au plus fort rythme, à une époque, c'était une fois par mois. Ouais, déjà, vous voyez, c'est lent, hein, parce que voilà, c'est pas des petits mails, et puis que c'était pas du contenu, hein, c'est pas le truc comme ça en passant, coucou, ça va, comment est le prix du poireau en ce moment, hein. Mais évidemment, en plus, soit qu'on est occupé tous les deux, soit parce que c'est très long, ou alors que la motivation évolue, etc. Il peut y avoir 2 3 mois entre chaque mail, parce que du coup, c'est pas des lettres manuscrites, hein, on y reviendra après, c'est des mails. Mais en tout cas, ça fonctionne comme des lettres. Et donc, voilà, la correspondance en fait maître-disciple ou alors ami, hein, ami intellectuel hein, aussi, hein, vous voyez les philosophes comme Sénèque, tout ça, ça marche très bien aussi. Parce que là, encore une fois, une correspondance qui prend cet angle-là, tiens, on va parler, toi et moi, on va se parler tour à tour dans des lettres de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, des idées qui nous sont venues, de ce qu'on est en train d'écrire, de ce qu'on est en train de faire. En fait, en gros, ça peut être la discussion entre deux artistes aussi, ça c'est très connu, hein, les correspondances entre écrivains. Georges Sand et Flaubert, hein, qui étaient meilleurs potes, hein, voilà, et qui étaient tous les deux écrivains. Donc la correspondance forcément en est extraordinaire parce que ils se battent sur des questions d'esthétique, de littérature, ils comparent leur lecture, ils comparent leurs textes, ils se donnent leur avis sur ce qu'ils écrivent, ils s'engueulent sur des notions, voilà, artistiques, etc. Donc ça, c'est des correspondances géniales. Donc les correspondances entre écrivains, entre confrères artistes, entre maîtres et disciples, entre amis qui sont tous les deux du domaine intellectuel. Voilà, deux amis qui sont tous les deux dans ce domaine-là et qui décident de correspondre ensemble ou qui doivent le faire parce qu'ils sont loin l'un de l'autre. Tout ça, en fait, ça c'est très fécond aussi parce que ça va créer des belles discussions où on parle pas pour ne rien dire, avec des belles correspondances où en fait on se tient au courant de ses lectures, donc du coup on rentre dans des comptes rendus de lecture, ah, ouais, j'ai lu ça, j'ai pensé ça, tu sais, j'ai machin, j'ai ça du coup, et en fait on part dans des réflexions et tout, donc ça donne des trucs absolument incroyables, des trucs fleuves, et on se répond, etc. Donc ça c'est aussi des très très belles correspondances, et il y a des beaux adversaires en fait à se trouver comme ça épistolairement, voilà, dans ce domaine. Il y a une dernière catégorie, moi que je mets un petit peu à part, qui est celle qui m'intéresse le moins, mais qui a fait des émules, hein, et dont une très célèbre en fait en France, c'est ce qu'on pourrait appeler la correspondance d'actualité. Donc là, c'est pas la correspondance amoureuse, spécialement. C'est pas de la correspondance d'ordre intellectuel, parce qu'il n'y a rien de très culturel ou forcément très cultivé là-dedans. En tout cas, c'est pas la correspondance dure intellectuellement. C'est vraiment du commentaire d'actualité. Alors ça peut être utilisé dans le mode du pastiche, comme par exemple dans les lettres persanes de Montesquieu. Il y a un petit côté un peu comme ça, avec la mise en scène de ces Perses en fait comme ça qui sont en voyage en France, hein, Uzbek, etc. Et qui en fait observent l'actualité française, hein, ils se promènent dans le pays, puis bah, ils donnent un peu des comptes rendus de ce qu'ils observent, de ce qu'ils voient, c'est comme un journal de voyage et tout. Et ça peut être aussi, alors la correspondance authentique, réelle, hein, pas un roman, pas une fiction, les lettres de Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, c'est de la chronique d'actualité, c'est ça qui a fait sa renommée. Pour moi d'ailleurs, ça a plus une valeur historique que littéraire, parce que moi j'aime pas les lettres de Madame de Sévigné et je n'aime pas Madame de Sévigné. Mais c'est vrai que certains l'aiment beaucoup en tant que femme de lettres et femme tout court. Moi j'aime ni l'une ni l'autre. Mais historiquement, ça on peut pas le nier, c'est hyper intéressant. Parce que Madame de Sévigné, c'est un des meilleurs témoignages qu'on a de la vie quotidienne, de l'actu, hein, c'est 50 Petit Inside, hein, c'est de l'actu, c'est de la chronique quasiment, de la vie sous Louis XIV en fait, hein, au XVIIe siècle, de ce qui se passe. Alors machin s'est marié avec machin, êtes-vous au courant que machin est tombé dans la boue aujourd'hui, et que machin s'est divorcé de bidule, que machin se marie avec machin. Enfin, c'est de la chronique vraiment historique, c'est du Stéphane Bern, hein, en direct. Et ça donne des bonnes correspondances en fait, bizarrement. Si en plus on écrit bien, parce que bon, elle écrivait pas non plus hyper, elle écrivait bien, elle était très éduquée pour l'époque, tout ça, c'est une précieuse hein, en plus, hein. Donc c'est vrai que si on écrit bien, si on a de l'humour, si on a de l'esprit, et que comme ça en fait, on se fait chroniqueur de son époque en commentant pour un ami ce qui se passe, en se racontant l'actualité. Là, vous voyez, typiquement, il pourrait y avoir une correspondance du temps du Covid, il pourrait y avoir une correspondance du temps de la crise financière, il pourrait y avoir une correspondance du temps de l'époque des attentats. Enfin, vous voyez, on pourrait comme ça en fait avoir une correspondance en fait de voilà
à la base, c'est juste une correspondance entre trop de personnes, hein. En fait, il se passe ça en ce moment, tu sais. Alors moi, je pense ça de ça. Puis tu sais, moi, à mon avis, c'est ça. À mon avis, il va se passer ça. Oh, sais-tu, la dernière nouvelle, hein, c'est que machin a fait ça avec un petit peu de pipolerie au passage, hein. Voilà, on pourrait ajouter, vous voyez, des petites anecdotes. La famille royale d'Angleterre, hein, t'as vu, hein, Meghan, t'as vu Kate, t'as vu machin. Voilà, donc ça pourrait créer une correspondance aussi, du coup, assez stimulante, hein, pour ceux qui aiment bien ce registre-là, un petit peu plus potin, mais en même temps, qui peut être du potin de haut vol, hein, vraiment de la belle chronique historique, hein, parce que mine de rien, tout ça, c'est de l'histoire, hein, donc avec un regard aiguisé, avec des beaux commentaires, avec de l'esprit, un style, etc. Et deux personnes comme ça qui correspondraient, ben voilà, on aurait une belle correspondance d'actualité, pareil, publiable peut-être, en tout cas pour la postérité. Correspondance amoureuse, correspondance intellectuelle ou correspondance d'actualité. Là, en fait, c'est les trois registres en fait où une correspondance a sa problématique entre guillemets, a sa thématique, son registre, et où en fait il y a de la matière. Il y a vraiment matière avec deux personnes bien investies dans la correspondance, inspirées pour avoir un bel échange et voilà créer une belle dynamique. En réalité, et c'est une ironie pour quelqu'un qui a toujours cherché à avoir une correspondance amoureuse, euh, bah, ce qui restera probablement, hein, parce que ça va être compliqué à challenger, hein, surtout avec le temps passant là, mais ce qui restera sans doute la plus grande correspondance de ma vie, la meilleure et la plus longue dans le temps, et la plus intéressante et la plus féconde, et ça ne sera pas une correspondance amoureuse, ce sera une correspondance amicale, je sais même pas si on peut appeler ça amicale, je sais pas, enfin il y a une forme d'amitié, mais c'est la correspondance en fait avec mon maître, correspondance maître-disciple. La correspondance avec mon maître, Yves Ancel, voilà, que j'ai tout de suite admiré quand je l'ai rencontré en tant qu'étudiant, avec qui j'avais commencé à écrire dans des choses bêtes au départ, hein. Au fait, je vais en master l'année prochaine. Je voudrais avoir, s'il vous plaît, quelques recommandations. Qu'est-ce que vous pensez de mes sujets, tout ça, voilà. Puis bah, première chose qui nous rapproche, c'est que j'aime Stendhal. Lui, il est spécialiste de Stendhal et il est étonné que quelqu'un aime Stendhal. Il n'en voit pas tous les jours des gens qui aiment Stendhal. Donc, du coup, bah, la discussion s'engage sur Stendhal. Et puis, bah, il a dû trouver ce que j'ai dit pas trop bête ou voilà, intéressant. Et puis, bah, il me dit je dis un truc, il me répond, bah, moi je dis un truc à ce qu'il me dit. Et puis, bah, en fait, ça commence à ricocher. Puis, en fait, c'est parti, quoi. Et puis bah, de fil en aiguille, les mails sont de plus en plus longs, les mails sont de plus en plus à l'aise en quelque sorte, ils sont de plus en plus inspirés, voilà, et on sympathise, et puis on commence à parler d'autres choses que de Stendhal, et on part sur d'autres trucs, on parle de littérature, mais de plus en plus sur d'autres choses de la littérature, puis on commence à parler de choses un peu plus personnelles, mais toujours un petit peu avec cet arrière-fond philosophique et intellectuel quand même, hein, parce que ça a toujours été un petit peu la condition. C'est pas du tout une correspondance familière, d'ailleurs je ne l'apprécierais pas sinon, je pense, vraiment, moi j'aime bien ce côté maître-disciple comme ça, qui garde un certain respect comme ça, on reste dans le vouvoiement, on reste dans quelque chose de pas impudique, mais c'est vrai que je raconte quand même beaucoup de choses, hein. Moi c'est vrai que je peux être très bavard, hein, mes mails sont très longs, mais toujours avec cet arrière-fond intellectuel et philosophique, ce prétexte à la littérature, à l'analyse, à l'introspection, tout ça, donc non, mais c'est, moi ma correspondance avec mon maître, ça fait maintenant 10 ans, ça représente, mais je crois que j'approche le millier de mails, hein, parce qu'il y en a des plus courts, des plus ou moins longs, etc., mais il y en a des centaines et des centaines et des centaines sur 10 ans, une quantité de pages phénoménale parce qu'en fait moi j'ai des mails qui font seulement une ou deux pages, ce qui est petit pour moi, et mes mails records dans ces correspondances là ils font jusqu'à 40 pages de traitement de texte, voire 60 pages de traitement de texte. Euh, Mon maître écrit un petit peu moins que moi, il est plus efficace, plus concis, mais quand il s'y met pareil, c'est des mails de 20 pages, voilà, etc. Donc non, cette correspondance elle est à la fois complice, respectueuse, enfin courtoise, cordiale, je sais pas comment dire, et en même temps euh, stimulante intellectuellement, elle est féconde, elle est pleine à la fois de mélange de confidence, en même temps d'élucubration, d'idées, de dissertation en quelque sorte, sur des sujets, sur des projets, sur des lectures et tout ça. Enfin, c'est une correspondance très littéraire, hein. C'est très littéraire, c'est très philosophique, c'est très intello. Mais voilà, c'est pas froid, c'est pas des trucs de savants, de je sais tout, c'est des gens comme ça qui traversent des moments, des périodes, et du coup, selon ce qu'ils traversent, bien, ils lisent ça, ou ils pensent à ça, ou ils réfléchissent à ça. Et c'est une correspondance vraiment, je pense, de qualité. Il y a parfois, on m'a plaisanté parfois sur ça, et puis bah, moi-même parfois je me fais la blague, mais peut-être que c'est finalement ce que je laisserais, peut-être que c'est ce que j'aurais fait de mieux au final, ou peut-être que c'est ce que j'aurais vraiment seulement accompli, et si c'est ça, peut-être que j'ai pas tant à me plaindre que ça, mais c'est vrai que ça se trouve c'est peut-être là mon œuvre, ça se trouve si je disais mon œuvre, en fait ça se trouve ça restera toujours secret, caché, ça sera jamais publié, j'ai jamais eu jusqu'à maintenant l'idée de le publier, pour l'instant voilà, c'est juste une correspondance, mais c'est vrai que comment... bah voilà, finalement, la correspondance de ma vie, ça n'aura pas été avec une demoiselle de mon cœur,
Voilà, ça sera pas fait comme ça finalement. Je l'aurais jamais rencontré vraiment, cette correspondance idéale, hélas. Mais bah, ça aurait été avec mon maître, avec un professeur, ce qui est pas plus mal. Mais bon, vous voyez comme quoi, mon destin est vraiment scellé, hein. J'ai beau toujours espérer des grandes aventures romantiques, et finalement, je suis toujours ramené à mes bouquins, à mes histoires d'intello, derrière mon bureau. Tout ça est bien studieux et bien austère, mais enfin, c'est comme ça, mais enfin bon. Alors j'en viens enfin aux réseaux sociaux, aux fameux réseaux sociaux, à l'époque des réseaux sociaux. Là, on va dire depuis les années 2010, hein, et puis bah, encore plus avec les années post-2015, 2020, etc. Là, si on cumule Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, voilà, Messenger, tout ça, y a pas, et puis encore d'autres, hein, j'en passe, et des meilleurs. Euh, Bah, comment on s'insère la correspondance là-dedans en fait? Comment on correspond aujourd'hui? Comment on communique? Alors, en gros, le texto, hein, le SMS, hein, pour la partie entre guillemets intime. Et pour la partie, le réseau social, enfin notre réseau un peu plus large de gens qui qu'on n'a pas forcément dans notre répertoire téléphonique, eh bien voilà, toutes les messageries, hein, privées, des différents réseaux sociaux, entre autres Facebook, Messenger, tout ça. Et puis le mail. Alors le mail qui a une connotation très professionnelle, hein. Le mail, hein, avec le temps, c'est devenu vraiment le truc connoté pro, hein. Le mail, c'est le truc qu'on a la flemme d'écrire, on en a 40 à ouvrir, il faut y répondre, c'est un peu formel, tout ça, c'est devenu un petit peu voilà, c'est pas, c'est, le mail a perdu une connotation personnelle en fait, hein. Le mail n'a plus cette connotation comme ça, un petit peu intime, un peu qui fait du bien, ouais, ouais, un petit mail, tout ça. Non, le mail, c'est pro. C'est dommage d'ailleurs parce que, justement, je voulais prendre la défense du mail. Pour moi, le mail, c'est l'héritier de la lettre. C'est là que ça devrait se passer. En fait, je peux comprendre qu'on n'ait pas tous ou l'envie ou le temps, et même moi, voilà, de comment d'écrire des lettres à la main. Je le fais encore avec plaisir de temps en temps, mais je le fais de temps en temps. Et faut dire, c'est très romantique, donc je le fais pour ma correspondance amoureuse, hein. Quand j'ai une dame de mes pensées, quand j'ai une personne à qui j'ai envie d'écrire des choses un peu plus sentimentales, pour le coup, le mail fait un peu formel. Et j'aime bien, là, du coup, vraiment écrire à la main et faire un truc un peu plus comme ça appliqué. Mais je parlais de ma correspondance avec mon maître. Pour des raisons aussi bien de temps, hein, parce que bon, ça prend du temps d'écrire à la main et on s'en sortirait pas, d'efficacité, mais aussi bah, de registre. Enfin, on pourrait s'écrire à la main, hein, après ça pourrait le faire, hein, mais évidemment, là, le mail s'impose. D'ailleurs, on a commencé par mail parce qu'à la base, on s'écrivait sur le mail de l'université, en fait, hein, sur le webmail, hein. Puis bah, après, on s'est changé nos mails perso. Et en fait, le mail, bah, c'est là que ça se passe. Pour moi, c'est l'héritier de la lettre. C'est de la lettre, en fait, tapuscrite, entre guillemets, hein. C'est de la lettre, voilà, au clavier numérique. Et justement, avec tous les avantages numériques qui sont géniaux, parce que c'est vrai qu'il faut quand même le dire, c'est quand même très pratique. Là, on gagne un temps fou, parce qu'on peut faire du copier-coller, parce qu'on peut facilement inverser un paragraphe, parce que toutes les modifications, en fait, deviennent très faciles. On n'a pas ce côté l'encre, rayé, tout ça, on doit froisser le papier, on doit tout déchirer, recommencer. Voilà, c'est avec toutes les commodités que permettent le numérique, eh bien, voilà, on peut écrire cependant des lettres, hein, des choses très très longues, parce qu'on n'est pas limité en caractères. Avec un mail, on peut écrire à l'infini, donc on a de la place, c'est fait pour ça, c'est plutôt confortable à lire. Donc le mail, c'est la lettre 2.0. Pas de bol, mais voilà, le mail a été réduit à l'usage professionnel et à des choses très factuelles, très parfois administratives, alors que c'est là que ça pourrait se passer. Alors il y a des gens qui le font encore, hein, et puis il y a eu des comédies romantiques, hein, You've Got a Mail, hein, le film, vous avez un message, hein, voilà, comédie romantique avec Meg Ryan et puis Tom Hanks. Voilà, on voit un petit peu les débuts comme ça, des amours par mail et tout, mais ça a quand même beaucoup reculé, quoi. Ça se fait pas beaucoup. Moi, je l'ai beaucoup pratiqué, mais ça se fait pas beaucoup. Euh, et puis en plus, c'est vrai qu'on peut peut-être se heurter aussi à des limites, hein. Ça reste quand même des choses pas toujours très pratiques et confortables. Pour tout vous dire, moi, ma correspondance avec mon maître, on s'écrit très rarement dans le corps du mail. Parce que nos mails sont très très longs. Ils sont très 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 longs. Moi, les miens, je vous dis, peuvent atteindre 40-60 pages dans les pires cas. Et généralement, c'est 15 pages, voilà, 15-20 pages. Et ça pourrait pareil pour mon maître. Donc évidemment, ça se fait dans un mail, mais dans le corps du mail, parfois ça peut être un petit peu inconfortable, pas très pratique. Et donc, aussi bien pour des conforts d'écriture que pour des conforts de lecture pour l'autre, en fait, on s'écrit sur traitement de texte. On s'envoie en fait des fichiers de traitement de texte en pièces jointes. On écrit ça sur Word, notre fameux logiciel préféré des gens qui écrivent. Et puis, ben, on enregistre le document Word et puis en fait, on se le met en pièces jointes et comme ça, en fait, on le lit confortablement. Et puis en plus, c'est déjà archivé, on peut comme ça l'enregistrer directement dans un coin avec un dossier, tout ça. Voilà, donc vous voyez, finalement, on détourne quasiment le format du mail et en fait, c'est plutôt des espèces de lettres numériques via le traitement de texte qu'on met comme ça dans une enveloppe de mail. Hein, voilà, donc métaphoriquement, c'est un petit peu ça.
Et voilà, mais c'est vrai que le mail, du coup, c'est là que ça devrait se passer. Mais peu de gens l'utilisent. Donc du coup, aujourd'hui, évidemment, ce qui est en vogue, ce sont les messages privés, hein, les messageries instantanées. Ah, il y a WhatsApp aussi, hein, j'ai oublié de le citer depuis tout à l'heure, WhatsApp. Alors WhatsApp, voilà, en plus souvent c'est des conversations de groupe, ça a beaucoup de succès pour les discussions de groupe WhatsApp, pour le côté un peu illimité comme ça, aussi des pièces jointes et tout. Et en fait, les caractéristiques comme ça des messageries, c'est que ça va très vite. C'est de la messagerie instantanée généralement. En tout cas, c'est dans cette idée-là. On peut s'écrire des MP assez longs, hein. Je sais que sur les MP Twitter, il y a des gens qui ont des correspondances assez parfois fournies, hein. On peut s'écrire des longs MP Twitter, et puis comme ça, on se répond le lendemain. On n'est pas obligé de se répondre tout de suite. Je réponds à ton MP demain, hop, on répond à un long MP, on répond à nouveau le lendemain, etc. On peut comme ça, en fait, développer des espèces de correspondances, hein, en PM, comme on dit en anglais, hein, en private message. Euh, mais on voit que c'est pas fait pour. D'ailleurs, une des choses qui fait que c'est pas fait pour, hein, qui est révélatrice, c'est la limite de caractère, même en messagerie personnelle. Alors certains me diront, non mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de limite dans ces trucs-là. Moi j'en ai jamais vu de limite. J'ai envoyé des pavés, je peux te le dire, et jamais j'ai eu de limite. Bah, c'est parce que vous ne les avez pas explorés, chers amis. Je peux vous le dire, moi il n'y a pas un réseau existant, Discord, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Twitter, Messenger, tout. Il n'y a pas un réseau dont je n'ai pas expérimenté un jour la limite malgré moi. Je croyais qu'elle n'existait pas. Parfois, je me disais, non, mais là, c'est bon, c'est illimité. Je sais que ces messageries-là, ils font pas d'histoire. On peut envoyer un truc à l'infini. Non, non. Aucun de ces réseaux n'autorise l'infini, je peux vous le dire, parce que parfois, j'ai copié-collé des trucs mastoc. Et évidemment, je tombais sur vous avez atteint la limite de caractère, machin et tout. Donc, je dois envoyer en plusieurs fois mon truc. Plusieurs envois. Volume 1, volume 2, volume 3, etc. Donc non, non, tous ces trucs-là ont des limites de caractère, évidemment, parfois assez généreuses. Donc oui, effectivement, ça, on peut quand même y aller, quoi, hein. Faut vraiment des tarés comme moi pour franchir les limites. Et puis au pire, on envoie en plusieurs parties, puis c'est pas grave. Mais c'est pas très pratique tout ça. C'est quand même pas le top du top. Ça n'incite pas à écrire des longs messages et des beaux messages bien appliqués, parce qu'on peut aussi parler aussi de correction d'orthographe, d'application, etc. Voilà, de fait de s'appliquer et tout. Donc c'est pas super. Euh, donc, moi, c'est là que je vais revenir à moi, que c'est un peu le dernier grand temps de ce podcast. Euh, et donc, ça va être encore égotiste parce que je vais être obligé de passer par mon expérience, désolé, vous donner mon témoignage. Et dans ce cas, je compte sur le vôtre en commentaire si vous souhaitez vous le partager, le vôtre, hein, du coup, hein, je ne peux pas le connaître à votre place. Moi, je parle pour ce que je connais moi. Mais mon rapport à tout ça. Parce que moi, j'utilise tout ça. Moi, je suis très réseaux sociaux en fait, hein. Moi, j'ai tout, hein. J'ai Facebook, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram, tout ça. Alors, il y en a que j'aime plus ou moins, il y en a que j'utilise plus ou moins, et pour différentes raisons. Mais c'est vrai que finalement, j'ai été amené un peu à tâter de tous les réseaux sociaux, hein, les Discord, tout ça. Voilà, donc j'ai un peu testé sur toutes les plateformes de correspondre en public, en privé, tout ça. Et, euh, et voilà, et donc, comment du coup moi je fais, comment je m'y prends, quelle forme ça prend avec moi. Bon, déjà, voilà, je rappelle une fois pour toutes, pour moi, la lettre ou le mail qui sont en fait la même chose. La lettre, en fait, c'est la version manuscrite et le mail, c'est la version numérique. Mais en tout cas, pour moi, idéalement, c'est la lettre parce que c'est ce qui me correspond le mieux. Parce que on prend son temps, parce qu'on n'a pas de limite de caractère, parce qu'on peut s'appliquer, parce que c'est du tour par tour, hein. Ouais, c'est marrant, je déteste le tour par tour dans le monde du jeu vidéo, mais il faut dire qu'en écriture, c'est ce que je préfère, le tour par tour, vraiment ce côté comme ça. Chacun a le temps de faire son attaque tour à tour comme ça, hein, c'est pas du direct. Voilà, donc moi, c'est ce qui me correspond, c'est le format qui me correspond, dans lequel je me sens à l'aise. Maintenant, quand je suis sur les réseaux sociaux, Twitter, tout ça et tout, ou Snap, et qu'il faut être un peu plus efficace, hein, c'est un peu plus instantané, bon, je m'adapte, je le fais. Mais clairement, c'est pas trop mon truc. Et généralement, mon usage de ces réseaux sociaux finit par être indirect en fait. Je sors du cadre de la messagerie instantanée. La messagerie instantanée, ça ne m'a jamais trop réussi. Je sais faire, je sais faire, mais je suis pas hyper doué pour ça. En fait, c'est du small talk généralement. Et moi, le small talk, je suis très mauvais pour le small talk. Très très mauvais. J'ai quasiment une inaptitude au small talk. Donc évidemment, moi, comme je ne maîtrise que le big talk, je sais pas comment dire, hein, mais voilà, l'inverse du small talk, bien évidemment, c'est la lettre qui va s'y prêter. Mais alors, le chat instantané, je suis très vite déphasé. Je n'ai peut-être pas assez de répartie à l'écrit rapidement. Ça peut m'arriver en fait en vocal, je m'en sors peut-être un peu mieux, mais je sais pas, mais en message instantané, j'arrive pas à avoir mes idées qui viennent vite. Je suis très lent en fait. Je suis quelqu'un de très lent. Je suis lent à formuler mes répliques, à faire venir mes idées. Je suis lent à écrire, à tapoter concrètement.
je suis lent à envoyer mon message parce que je me relis, parce que j'hésite, etc. Enfin, je suis beaucoup trop lent pour de la messagerie instantanée. Je suis mauvais. Je suis quand même dans différentes conversations comme ça, dans des groupes. Ça peut être sur un Discord, des Discord qui vont très très vite. Ça peut être sur des WhatsApp, ou ça peut être même en tête à tête, hein, dans des Snapchat, dans des occasions comme ça d'échanges privés où ça va vite. Je suis pas très bon. Je sens bien que j'oublie la moitié des trucs que je voudrais dire, les réparties viennent pas assez vite, je fais des fautes de frappe, je fais des fautes d'étourderie, en plus je suis très perfectionniste, donc du coup ça me stresse tout ça, et je n'aime pas. Franchement, j'aime pas. En plus, ce qui est terrorisant pour moi, alors ça c'est un truc qui me rend fou, moi qui suis très comme ça perfectionniste, qui veut toujours modifier, corriger, améliorer, la plupart de ces messageries-là en fait ne permettent pas d'éditer un message. On peut pas modifier un message qui a été envoyé. Donc on peut seulement le supprimer ou rien. Donc en gros, vous avez écrit tout un truc et vous êtes obligé de tout recommencer. Si par malheur vous avez remarqué que vous avez oublié une phrase, que vous avez fait une énorme faute, qu'il y a un truc qui ne va pas, vous pouvez même pas le modifier, vous êtes obligé de supprimer complètement et de recommencer à zéro. Donc ça donne des trucs à se pendre ou à laisser tomber. J'ai un réflexe maintenant, moi je copie-colle toujours tout. Ou alors j'écris tout hors ligne et comme ça je peux copier-coller et j'ai l'original à la base. Vous voyez un peu, on commence à entrer dans les complications. Vous allez voir un petit peu à quel point ça va loin avec moi. Vous allez voir un petit peu le délire du gars, comment je suis pour écrire des choses qui sont basiquement des messages en fait de réseaux sociaux. Vous allez voir un petit peu jusqu'où je pousse le truc, le gars correspondant jusqu'au bout. Et donc, maintenant j'ai des backups toujours de mes messages parce que j'ai trop vécu de fois comme ça où j'ai écrit un truc hyper long pendant longtemps, tout ça pour le perdre. Et ça, voilà, ça rend dingue. Donc maintenant j'ai une parano, je sauvegarde toujours ce que j'écris. Comme ça, au cas où, hop, je colle et puis bah c'est renvoyé. Euh, mais même ça, c'est pas complètement satisfaisant parce que ce côté comme ça, radical, supprimer ou rien, qui ne permet pas en fait justement de modifier son message, dans certains réseaux sociaux, en fait, ça peut être problématique parce que par exemple Snapchat, qui est un réseau social très particulier, moi que j'ai appris à aimer, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est assez complet finalement. Snapchat, c'est à la fois intimiste, en même temps, il y a une possibilité de faire quelque chose de très public, en même temps, c'est de la photo, de la vidéo, avec un côté marrant, en même temps, il y a de la messagerie. On peut sauvegarder les conversations même si ça s'efface, donc il y a un côté à la fois éphémère si on veut, puis en même temps, si on veut vraiment sauvegarder beaucoup de choses, il y a toujours des moyens de sauvegarder. Donc c'est pas mal. Par contre, il y a un truc avec Snapchat qui est à la fois cool quand on est un peu voyeur, mais qui peut être un petit peu compliqué quand on n'aime pas trop qu'on voit ce qu'on fait. Euh, c'est que tout est notifié. Ceux qui connaissent, hein, tout est notifié sur Snap. Sur Snap, tout est notifié. Qu'un message a été vu, qu'un message a été ouvert, qu'un message a été copié, qu'un message a été sauvegardé, que telle pièce a été ouverte, que tel machin. Il y a des notifications pour tout. Qu'il y a eu une capture d'écran, qu'il y a eu tout ça. C'est très intrusif. Donc tout est dit. Et donc quand vous supprimez un message, vous ne pouvez pas empêcher le fait qu'il est indiqué que ce message a été supprimé. Donc la personne saura que vous avez supprimé des messages. Et donc ça, moi, typiquement, mes correspondants sur Snapchat ont l'habitude. Machin supprimer un chat, machin supprimer un chat, machin supprimer un chat, Alex, parce que je change d'avis, je supprime des choses, et ça peut être très frustrant parce que les gens ouvrent le truc, et ils voient que j'ai supprimé l'équivalent de 15 chats, ils disent mais qu'est-ce qu'il a foutu, mais il a supprimé, mais qu'est-ce qu'il a enlevé, qu'est-ce qu'il avait écrit, tout ça. En fait, parfois rien de transcendant, parfois la même chose que ce que j'ai renvoyé, mais en modifiant, en corrigeant, mais ça il faut pas le savoir, donc c'est des réseaux sociaux comme ça qui peuvent compliquer ce côté comme ça de discret, de dire bon attends discrètement je vais effacer le message, je vais réécrire ce que j'ai envoyé parce que j'ai fait une faute et tout, attends non je vais modifier ça. Et il y a carrément des réseaux sociaux qui poussent le vice, la perversion jusqu'à empêcher de supprimer. C'est rare, hein, mais je sais qu'il y a des. Je crois que c'est le cas de Twitter. Hein, en MP Twitter, tu peux pas effacer un MP Twitter. Ils disent que vous pouvez le supprimer pour vous. Hein, comme ça, si vous êtes content, vous pouvez plus le voir si vous voulez. Mais de toute façon, il est envoyé le machin. Donc bonjour les frissons. Si vous avez envoyé un truc un peu trop vite, si vous regrettez votre envoi, c'est trop tard. C'est envoyé, c'est fait, c'est fini. Là, c'est vraiment l'horreur, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est voilà. Les réseaux sociaux comme ça sont plein de contraintes et clairement qui frustrent les correspondants puristes qui sont clairement pas compatibles en fait avec quelqu'un qui aime prendre son temps, qui s'applique, qui peut corriger, modifier, etc. Non, c'est le monde qui va très très vite, qui corrige très peu, qui revient pas sur ses paroles, ça envoie, ça mitraille. C'est small talk, ça, voilà. Mais moi, clairement, ça ne me convient pas. C'est pas du tout mon registre. Donc je m'y adapte, je m'y fais parce qu'il faut bien. De temps en temps, j'ai bien besoin de passer par ces réseaux sociaux-là, je communique là-bas. Mais c'est pas mon truc. Et généralement, j'en détourne l'usage d'une façon qui se rapproche plus de la lettre ou du mail que d'utiliser le réseau pour ce qu'il est vraiment. J'ai très peu en fait de discussions instantanées sur ces réseaux-là. Généralement, c'est un message assez long qui renvoie un message assez long et qui répond à un message assez long. Et ça crée comme ça des correspondances plus indirectes, plus lentes, mais au moins qui prennent leur temps et plus appliquées. Voilà, donc vous voyez, je suis vraiment vieille école vraiment jusqu'au bout. Alors tout ça me met dans des situations assez improbables, hein, qu'il faut presque voir pour croire, hein, d'ailleurs ce qui a été le cas de certains de mes amis, hein, comme Wilson,
du salon 111 qui en a été témoin et qui a été surpris, mais qui a pu constater que je pouvais mettre jusqu'à 1 heure et demie à peu près pour composer certains messages. Et je dis bien composer parce que la façon dont je m'y prends moi pour écrire des messages sur les réseaux sociaux, on est quasiment plus dans la composition que dans la rédaction, l'écriture d'un message basique. On peut pas dire que je tape un message, on peut dire que je compose un message. Vraiment, je peux mettre jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures pour un message. Alors bien sûr un petit pavé, mais pas un truc non plus interminable, mais un petit pavé. Voilà, parce que il y a le temps de réception d'un message, de réflexion de ce à quoi je vais répondre, de comment je vais répondre. Donc déjà dans ma tête j'élabore, je fais attends, je vais répondre quoi à ça, je vais faire quoi. Ah, attends, est-ce que je le prends à l'ironie? Est-ce que je le prends à ça? Mais attends, si je dis ça, ça va faire un petit peu trop sarcastique. Mais attends, si je dis ça, ça va peut-être faire un peu trop détaché. Même si je fais ça, c'est un petit peu trop plombant. Donc, d'abord, j'ai dans ma tête, je vois un peu quel angle je vais aborder mon message. Ensuite, je commence en fait, à composer en fait ce que je vais écrire. Mais attention, hors ligne, parce que j'ai la psychose des coupures de connexion. Sur Snapchat, dès que vous commencez à écrire à quelqu'un, il y a une notification, machin est en train d'écrire, donc la personne sera prévenue que vous lui écrivez alors que vous êtes encore en train d'écrire, et ça stresse les gens parce qu'ils vous voient pendant 2 heures en train d'écrire, ils ont la notification depuis 2 heures, ils voient toujours pas votre message arriver, donc si vous voulez être discret, il faut l'écrire hors ligne. Euh, donc moi, j'ai écrit tous mes messages hors ligne sur un brouillon, déjà. Tous les messages sur les réseaux sociaux que j'ai écrits, je parle bien des MP un peu élaborés, je parle pas du tout de basique, genre coucou, ça va, machin, mais vraiment, dès qu'il y a un message, une discussion, j'ai mon bloc-notes sur mon téléphone et il est rempli de brouillons de messages pour Snap, pour Instagram, pour les MP, tout ça. Quand j'écris à quelqu'un, je vais faire un petit peu attention à ce que j'écris, ou répondre à un long truc, ou écrire un long truc. J'ai mes brouillons, et donc j'écris toujours hors ligne mes brouillons, comme ça, ça bouge pas, c'est là, c'est comme un traitement de texte. J'ai le temps et je peux m'appliquer, etc. Donc j'ai mon bloc-notes dans le téléphone, j'écris mon brouillon. Une fois que j'ai commencé à réfléchir à ce que je vais faire, je commence à noter des idées. Parfois je fais un plan, je fais un plan de mon message. Alors attends, je vais commencer comme ça, puis après je vais faire comme ça, puis après je vais passer à ça, et après je vais dire ça. Une fois que j'ai mon plan, je commence à rédiger. Voilà, je rédige. Alors ça peut prendre du temps, ça. Et une fois que j'ai fini de rédiger, je vais bien sûr me relire. Donc déjà, il y a des fautes à corriger, tout ça et tout. Je vais améliorer des formulations. Je vais changer d'avis, dire attends, ça, est-ce que je l'enlève, est-ce que je le garde, est-ce que je l'enlève. Parfois, j'hésite entre plusieurs versions, ce qui fait que je vais copier-coller le message et je vais en fait, comment, le coller, mais le modifier. Et en fait, je vais obtenir jusqu'à 3-4 versions différentes du message. Une plus ou moins courte, une plus ou moins longue, une qui est plus ou moins drôle, une qui est plus ou moins machin, etc. Voilà, selon. Et là va commencer un travail quasiment d'épreuve, ce qu'on appelle les épreuves dans le monde des écrivains. Voilà, quand vous faites éditer votre texte, en fait, avant l'édition définitive, on vous envoie les épreuves. Alors, ça s'appelle les épreuves parce que voilà, c'est une référence au fait que c'est souvent une épreuve à faire parce qu'il faut se retaper tout son propre bouquin, tout relire. C'est une tanasse pour tout le monde, même pour les imprimeurs. Et donc vous faites des annotations, ça faut l'enlever, ça vous rayez, on l'imprime pas finalement, ça on permute, ça machin, ça on inverse les paragraphes, enfin voilà. Et donc moi je fais ça, je fais un peu les épreuves parce qu'en fait je suis en train de me dire ah attends ce paragraphe là il serait peut-être mieux au début, alors attends celui-là j'inverse, alors attends ça je vais plutôt faire ça, attends ça je vais le mettre là, attends cette phrase là elle aura plus sa place ici. Et donc ça c'est la phase un peu finale, en fait c'est le montage quasiment en fait du message. Et il y a la phase de fin, vous voyez on est vraiment quasiment dans le Moyen-Âge, il y a l'enluminure quasiment, c'est le Moyen-Âge, c'est l'enluminure, c'est l'ornement, parce que j'appelle l'ornement du message. Parce que là en fait on l'a rédigé bien sûr, on a fait un plan, suite à ce plan on l'a rédigé. Ensuite, on a fait les épreuves, donc on a corrigé les fautes d'orthographe, on a permuté certains paragraphes pour améliorer la dynamique du message, etc. On a corrigé quelques formules, on a supprimé quelques passages, on sent pas trop, on hésite, etc. Euh, et donc, enfin, une fois que tout est prêt, il manque une chose. Tout ça, c'est un petit peu froid ou un petit peu massif. Il faut aérer déjà, donc il y a une forme de il y a de la typographie à faire, il y a de la mise en page, la mise en forme, il faut faire de la typographie. Faut bien espacer les paragraphes, parce que vu que c'est long, autant améliorer le confort du lecteur, donc on va faire des gras, des italiques, etc. On va espacer les paragraphes, on va faire des séparations. Et, suprême ornement, bien sûr, parce que vous voyez, on reste moderne et réseaux sociaux, les emojis, les emotes, pour en fait éviter les malentendus, pour préciser une émotion, pour préciser que là on est ironique, pour préciser que là en fait on est songeur, pour préciser que là on fait un petit signe affectueux, on met un petit cœur, etc. Donc on commence à mettre les emojis. Il faut qu'il y en ait assez pour que à la fois ça colore un petit peu le texte et le message et que ça rende ça un peu agréable à l'œil et chaleureux. En même temps pas trop parce que sinon ça fait un petit peu qui coulole. Et pas du tout, moi ça me fait toujours un effet froid. Alors au passage, parenthèse, ça me rend un peu scrupuleux parce que j'entends partout chez des coachs, voilà, plus ou moins coachs sentimentaux, ou alors même partout, que les emojis c'est connoté fille bien sûr, et du coup que ça fait gay. Voilà. Alors bon, comme je le suis pas,
et que là, en gros, ce dont je parle, c'est beaucoup ma correspondance de type amoureuse, c'est problématique en fait que la fille à qui vous écrivez, eh bien, vous passiez pour un gay par rapport à elle. Vous comprenez qu'il y a un petit problème, c'est un peu contre-productif. Donc j'ai rien contre les gays, mais là, il est évident que moi, ce n'est pas dans mon intérêt de passer pour un gay en écrivant mes messages. Donc ça m'embête en fait que malheureusement, apparemment, c'est comme quoi ce monde est plein de conneries. Apparemment, utiliser trop d'emojis, ça fait féminin, ça fait efféminé, et donc ça fait gay. Et donc les filles aiment pas parce que si tu utilises trop d'emojis, t'es trop expressif pour un garçon, t'es trop girly et ça fait ringard. Alors je comprends effectivement si vous mettez des paillettes partout, des trucs vraiment très féminins, mais moi je trouve ça normal de mettre des sourires, des clins d'œil, des machins qui tirent la langue si on est ironique, un petit cœur à la fin parce qu'un petit peu d'amour ça fait pas de mal. Enfin, moi, pour moi, c'est normal. Et je vois pas en quoi ça me rend moins viril, en quoi c'est moins garçon. Je trouve que c'est au contraire pour préciser ses intentions, pour éviter les ambiguïtés, pour que ce soit chaleureux. Mais alors, mais les trucs qu'on entend, quoi. Et c'est terrifiant, parce qu'en plus, je suis sûr que c'est vrai. C'est ça le pire, c'est que je suis convaincu que certains fonctionnent comme ça et pensent que c'est vrai. Et là, dans ce cas, je me dis, mais mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Donc, là, j'ai toujours un peu un scrupule parce que moi, j'aime bien faire ça. Moi, j'aime bien recevoir des messages expressifs avec des emojis. Moi, j'aime pas les messages froids sans aucun emoji parce que je sais pas comment interpréter certaines phrases parce que je trouve ça un petit peu, un peu glacial. Donc moi, du coup, j'aime bien ornementer mon message de ça. Mais j'ai toujours peur en fait d'envoyer un mauvais signal et de dire mais en fait là je passe pour le côté girly genre lol 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 sourire clin d'œil machin etc et que ce soit pris comme un truc un peu de bonne copine et que du coup je rate mon intention qui à la base quand même est de faire quelque chose de romantique, mais viril, etc. Parce que là, si on est dans le cadre d'un message de correspondance un peu galante, voilà, on va dire correspondance galante, plutôt qu'amoureuse ou romantique, correspondance galante. Donc voilà, donc vous voyez, moi c'est une démarche, tout un pataquès pour écrire un message, c'est pas du cinéma, alors c'est pas tous les messages que j'ai écrits, c'est pas tout le temps, et clairement c'est dans un certain registre avec un certain type de personnes, mais c'est vrai que avec des personnes avec qui je fais attention, donc ça peut être mon maître dans le cadre des mails, des lettres, où là c'est très travaillé, mes mails, vraiment il y a un plan là aussi au début sur comment je vais m'y prendre, il y a un montage un petit peu à la fin, etc. Il y a un brouillon et tout, enfin voilà, parce que je m'applique, je me soigne, je veux vraiment que ne pas en mettre une à côté, je veux pas me planter, je veux pas être qu'il y ait une parole mal comprise, je veux pas que je veux que ce soit bien dit, bien fait, etc. Bien clair et facile à lire. Mais pareil évidemment quand voilà, il y a dans la correspondance un peu galante, quand vous voulez plaire à quelqu'un, quand on est au stade simplement, c'est de la séduction en fait, hein, vous voulez plaire, vous voulez qu'elle ait une bonne impression de vous, vous voulez vous montrer sous votre meilleur jour, vous voulez que vos idées, vos sentiments passent bien, vous voulez faire un beau message, eh bien effectivement là je me mets un peu la pression et donc je m'applique. Et donc oui, ça me prend du temps. Alors en plus si vous ajoutez une caractéristique typique hein, du fait d'avoir un crush, d'avoir le béguin, de vouloir plaire à quelqu'un, c'est qu'on se met la pression pour n'importe quoi, on surinterprète tout. Ah mais attends, si je mets une virgule là, au lieu de la mettre là, elle va croire que je suis quelqu'un plutôt égoïste. Mais attends, si je mets une majuscule ici, plutôt là, elle va croire que je suis quelqu'un qui est centré sur lui-même. Ah mais attends, si je mets pas un emoji ici, elle va croire en fait que je la snob, qu'en fait je... Voilà, bon. Vous voyez, quand en plus on veut plaire à quelqu'un, en fait on surinterprète tous les signes. Hein. Je crois que c'est Barthes qui disait que tout amoureux devient sémiologue. Barthes était sémiologue, c'est de quoi il parlait, mais c'est tout à fait vrai. Puisque comme dit Barthes dans le fragment des discours amoureux, toute personne en fait amoureuse entre dans l'empire, non pas des sens, mais l'empire des signes. Et voilà, et donc c'est vrai qu'on surinterprète tous les signes, on surinterprète les ponctuations, les messages, les intonations. T'as vu, elle a parlé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle m'aime pas, mais t'as vu, elle a parlé comme ça, c'est-à-dire qu'elle m'en veut. Voilà, parce qu'on est centré sur la personne et sur les émotions. Donc, évidemment, ça n'arrange pas les choses, et donc on surinterprète tout ce qu'on écrit, on dit, mais attends, si j'écris ça, va penser ça, et si j'écris ça, va penser ça. Donc on se met encore plus la pression, du coup on met encore plus de temps, on hésite encore plus pour chaque phrase, chaque chose. Et voilà, donc le moindre message du coup peut devenir toute une aventure alors qu'on est juste sur un Snapchat, sur un Instagram, sur un message privé. Mais voilà, quand on s'applique, quand on prend ça à cœur, eh bien voilà, on se donne très vite du boulot et oui, ça peut prendre du temps. Alors la phase ultime de cet aspect très méticuleux, très scrupuleux, euh, voilà, qui est très perfectionniste hein, dans mon approche de la correspondance, bah, j'ai envie de dire, la phase finale, après la publication, c'est en fait l'archive en fait, hein, le côté comment on archive tout ça, ce qu'on en fait. Et moi, j'archive beaucoup. Je conserve tout, je garde tout. Alors bien sûr, je garde les choses papier, hein, les lettres papier, ça c'est évident. Hein, on les garde dans une boîte comme ça, toutes les correspondances, les lettres avec la copine, etc. On a tout gardé dans une boîte qu'on range, mais toutes les lettres sont conservées. Mais alors, la correspondance numérique est beaucoup plus négligée, puisque bon, généralement, elle est un peu futile, elle est un petit peu éphémère. Entre autres, je parlais de Snap, qui est un réseau où les choses s'effacent au fur et à mesure. Hein, les messages restent 24 heures ou alors s'effacent aussitôt qu'ils ont été vus. Donc c'est à nous de sauvegarder, de copier-coller manuellement les messages si vraiment on veut pas que ça se perde.
Et puis les SMS, pareil, hein, les SMS aujourd'hui, bon, les portables ont assez de mémoire, mais moi j'ai connu une époque où le portable était saturé niveau mémoire et les SMS ne s'enregistraient plus, on pouvait plus en recevoir si on n'en effaçait pas. Et donc bah là, c'est les dilemmes parce que il est hors de question d'effacer certains SMS, voire même tous, donc du coup, il n'y a plus qu'à les copier. Et donc moi, en fait, depuis très longtemps maintenant, j'ai pris le réflexe en fait dès mes 16 ans déjà, hein, à l'époque où il y avait juste les textos, j'ai recopié tous les messages que j'écrivais, que je recevais. Et c'était du boulot, je peux vous le dire, parce que c'était pas des petits messages, et que ça en faisait beaucoup au bout d'un moment. Et je me souviens très bien, moi, avec ma première petite amie, parce qu'on était pareils tous les deux par rapport à ça, on passait des heures, dans les mêmes pièces parfois, à copier nos messages, à copier notre correspondance, parce qu'il fallait effacer les messages, il n'y a plus de place dans le téléphone, et il y avait une impossibilité pour nous d'effacer ça, et donc il n'y avait pas d'autre choix que de prendre le temps de les copier. Et donc on les copiait soit à la main sur du papier, soit directement sur un document numérique, sur traitement de texte. Et en fait, moi, j'ai toute ma correspondance amoureuse avec ma première copine. J'ai les SMS, les mails. Alors à l'époque, ça va, il y a pas les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas 36 000 choses. Mais voilà, en fait, moi, j'ai tout copié. Tout copié, j'ai tout. Il y a très peu de choses que j'ai perdues. Les choses que j'ai perdues, je l'ai vraiment regretté. Alors parfois, il y a des messages fragmentés, parfois, il y a des messages illisibles parce que je les ai copiés tellement dans la précipitation à la main qu'on ne comprend plus rien aujourd'hui. Mais il y a un processus comme ça de sauvegarde, d'archivisme, parce que moi je suis un archiviste devant l'éternel. Et donc ça fait partie en fait de l'ultime processus. Une fois qu'on a travaillé ces messages-là, en fait, bien maintenant il faut les conserver, il faut les archiver. Et ils font partie comme ça voilà, d'une archive de correspondance. Et qui n'inclut pas que les lettres, hein. Il n'y a pas que les lettres qui sont dignes d'être sauvées, les lettres papier, il n'y a pas que les mails qui sont dignes d'être sauvés. Eh bien, il y a aussi le moindre échange SMS comme ça, les petits échanges courts, les copier-coller si on y donne de l'importance. Finalement, souvent dans la correspondance, ce qui teinte d'importance les choses, c'est l'importance qu'on donne à la personne à qui on parle. Parfois, ça peut être le contenu lui-même, qui en lui-même est important. En fait, souvent, ça connote l'importance qu'on donne à la personne elle-même. Donc, généralement, quand il y a eu comme ça, en effet, une relation amoureuse, c'était une lettre d'amour et tout, eh bien, en effet, il est fréquent que on trouve tout sacré, du coup, hein. Tout ce qui a été envoyé par l'autre ou envoyé à l'autre est sacré et donc devient une relique et donc doit être conservé voilà, minutieusement, jalousement, comme une pièce de musée. Voilà, et on garde tout, on archive tout. Donc voilà, c'est un peu l'étape ultime, c'est ce côté archive et cet enregistrement, cette conservation des messages, du simple SMS à la lettre. J'avais prévu de dire d'autres choses dans ce podcast. D'ailleurs, je les avais dites. Certaines, je les ai effacées. Vous voyez, mise en application de ce que je viens de dire. On relit, on revient sur sa copie, on repasse, on modifie, on permute des passages et puis on efface d'autres choses. Oui, j'avais prévu forcément de parler un peu plus de mon expérience personnelle par rapport aux correspondances, aux lettres que j'écrivais dans mon adolescence. Euh, à ma quête éperdue d'une correspondance amoureuse avec les jeunes filles en fleurs, voilà, quand j'étais adolescent, quand j'étais au collège et au lycée, de comment ça m'a fait rencontrer voilà, celles qui ont été mes relations, enfin des trucs comme ça, mais bon, en fait c'était trop perso, donc voilà, je me contente de ces allusions-là et on va pas aller là-dedans. Euh, donc un dernier point sur lequel je voulais enfin, j'avais une idée en fait, comme ça que je voulais partager, parce que elle m'est venue beaucoup récemment, et elle laisse songeur ou rêveur. Euh, c'est anachronique complètement, hein, mais c'est de se demander comme ça, de se dire, mais à quoi ça aurait ressemblé, qu'est-ce qui serait passé si les réseaux sociaux avaient existé il y a déjà 2 siècles. Alors ça n'a pas de sens comme question, parce que les siècles auraient été différents, tout ça et tout, mais quand on lit des romans comme alors ça peut être Belle du Seigneur, mais moi je pense surtout là, à Un amour de Swann de Proust. Là, je pense que c'est le meilleur exemple. Et même quand je pense à Proust, la personnalité qu'il avait, hein, qui se reflète dans ses livres, je me dis mais mon Dieu, si ces gars-là avaient eu les outils qu'on a, mais enfin, qu'est-ce qui serait passé quoi? Déjà dans leur vie personnelle, à quel point ça aurait pu être différent. Moi je le dis souvent, hein, je l'ai toujours dit, si Internet avait existé, je pense que la moitié des chefs-d'œuvre littéraires qu'on a n'existeraient pas. Voilà, je pense que si Baudelaire, Proust, Wilde, qui étaient déjà des gros procrastinateurs, qui étaient des gens comme qui voilà, ont passé beaucoup plus quasiment de temps à ne pas écrire qu'à écrire, mais ils étaient écrivains profondément, ils l'étaient par nature, par leur façon d'être, mais
voilà, c'était des écrivains par nature et par façon d'être, ces gens-là. Mais ils ont été moins bûcheurs, moins bosseurs que d'autres écrivains, qui pourtant, eux, l'étaient moins par nature et par façon d'être. Et donc, si Baudelaire, Wilde ou Proust, pour ne citer que, avaient eu une connexion Internet et avaient eu, d'une part, accès à la pornographie, et d'autre part, accès aux réseaux sociaux, et donc aux moyens des réseaux sociaux pour suivre la personne qu'on aime, qui nous intéresse, l'espionner, la stalker, sans parler de la partie message, mais moi je suis sûr qu'on n'aurait pas eu la moitié des chefs-d'œuvre littéraires qu'on a. C'est, j'en suis quasiment persuadé. Quand on voit comment les gars étaient, comment les gars fonctionnaient, je m'identifie très bien à eux, je comprends très bien comment ça se passe. Mais c'est sûr que là, c'était un cycle sans fin, quoi. Et quand on lit les histoires qu'ils ont créées, donc particulièrement Proust, là, Un amour de Swann, quand on observe l'obsession amoureuse de Swann et la jalousie de Swann, ce que je considère comme partie intégrante de l'expérience amoureuse et ce que fait Proust au passage, donc c'est pas la peine de dire ah ouais, mais c'est pas de l'amour du coup machin, oui alors l'obsession, la jalousie c'est à part, non non, ça fait partie de l'expérience amoureuse, hein. Désolé de vous l'apprendre, hein. Proust a très bien compris ça, il l'a très bien mis en scène dans L'amour de Swann, qui est une masterclass, un drop mic littéraire en matière de ce que c'est que l'amour, voilà, tel que tout écrivain et artiste sensé et lucide le conçoit, et c'est très bien que voilà, ça prend cette forme. Eh bien, voilà, ça laisse songeur, parce que quand on voit ce que Swann, limité par les moyens de l'époque, déjà fait pour évidemment essayer de savoir où est la femme qu'il aime, voilà, essayer de comprendre ce qu'elle trafique, si elle lui ment, la jalousie, tout ça. Mais alors en plus, s'il avait eu Skype, hein, avec le statut de connexion de Skype, s'il avait eu le Snap Score de Snap, avec le Snap Score qui augmente alors qu'elle lui a pas répondu, mais il voit le Snap Score augmenter, donc ça veut dire qu'en fait elle a utilisé l'application mais qu'elle a ignoré son message. S'il voyait les vues sur WhatsApp, mais qu'il n'y a pas de réponse au message alors qu'il a été vu, s'il voyait les statuts de connexion sur Facebook, etc., s'il voyait les messages lus sur Messenger, sur Facebook, enfin tout ça, mais c'est quasiment un autre roman qui se dessine en fait. Ça prend des proportions pas possibles. Et ça laisse rêveur. Ça laisse vraiment songeur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a matière à faire un grand roman épistolaire. Je ne sais pas comment faut s'y prendre, quel angle faut prendre. C'est un peu complexe parce qu'il y a trop de réseaux sociaux et c'est pas très littéraire tout ça a priori. Mais dramatiquement, c'est incroyable. Parce que dans les liaisons dangereuses, bon, il y a des histoires de lettres décachetées, des lettres non décachetées, des lettres recachetées, des lettres qui ont été perdues. Il y a des choses comme ça qui se passent. Donc on peut quand même mettre un petit peu de rebondissement avec tout ça. Mais on reste limité aux lettres, c'est pas informatique tout ça. Mais alors là, avec les réseaux sociaux, vous vous rendez compte un peu le nombre de situations, de potentiels de dramas qu'on peut créer, des dramas qui existent dans la vraie vie d'ailleurs, hein, parce que je peux vous dire qu'il y en a des topics hein, sur internet de mon copain, ma copine ne répond pas à mes snaps, mais son snap score a augmenté de 100 points. Sachant qu'un point sur snap, c'est un snap envoyé ou un snap reçu, c'est aussi mathématique que ça. Bon, hein, clairement, la personne n'est pas inactive sur Snap, elle a juste ignoré la personne. Donc voilà, donc là, imaginez les dramas que ça crée, les jalousies, les psychodrames, etc. Donc, les réseaux sociaux trahissent les comportements des gens plus que jamais. Ça trahit que quelqu'un vous ignore, que quelqu'un vous a pas répondu, que quelqu'un faisait autre chose en même temps, que quelqu'un privilégiait quelqu'un d'autre. On peut voir un peu ce que la personne fait, on peut vaguement apercevoir qu'elle était connectée à cette heure-là, donc en fait quand elle nous a dit hier qu'elle n'était pas là, elle nous a menti. Enfin, vous voyez, et donc tout ce potentiel-là est incroyable. Moi, je trouve ça romanesquement fou. Donc honnêtement, j'ai deux, trois petites idées comme ça dans la tête qui me trottent. Je me dis, il y a peut-être un roman épistolaire à faire, mais comment faire pour intégrer tout ça à une intrigue épistolaire. Et là, mais c'est énorme le potentiel dramatique, parce qu'il y a trop de choses, c'est beaucoup plus de choses qu'à l'époque. Donc quand je pense à Swann, qui lui en est réduit forcément vu l'époque à juste bon prendre une lettre, voler une lettre, regarder un peu à l'intérieur vite fait, à la lumière de la bougie. Bon voilà, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il n'y a pas tous ces trucs, il n'y a pas les statuts de connexion de la femme qu'il aime, il n'y a pas les sur Snapscore, il y a pas ces activités sur internet. Et donc ça, entre les mains d'un personnage comme Swann, chez Proust, mais le roman, mais il est 3 fois plus long et il prend une ampleur beaucoup plus psychologiquement encore plus intense et dramatique, quoi. Donc c'est intéressant cette histoire-là. On peut le déplorer, on peut trouver ça glauque ou dommage cette histoire un peu de pas d'espionnage, mais oui que les réseaux sociaux finalement permettent un peu de s'espionner. Si vraiment on a quelqu'un sur qui on fait une fixette,
bah, c'est vrai qu'on peut facilement regarder régulièrement, est-ce qu'il est connecté sur Facebook, est-ce qu'il est connecté sur Twitter, est-ce qu'il est venu sur Snap, ah, le Snap score a augmenté, le Snap score a pas augmenté, mais ça veut rien dire, machin. Voilà, donc on voit tout ça, les réseaux sociaux, ça peut permettre comme ça de surveiller quelqu'un à travers différents réseaux. Donc si la personne est sur tous les réseaux, on a une espèce comme ça de fil continu de suivi. D'à quel moment la personne a été connectée, si elle a répondu, si elle a posté, si elle a machin, si elle a dit ça, si elle nous a ignoré, et là le message a été consulté, là, il n'a pas été consulté, là, il a été ouvert, là il a été répondu, il n'a pas été répondu. Donc ah non, mais avec des personnages comme Swan, comme Valmont, voilà, je sais pas, comme Solal dans Belle le Seigneur, mais ça donne des trucs, ça aurait donné des trucs de fou. Et ces personnages-là existent toujours, puisqu'en fait ce sont des types humains, ces personnages-là, donc ils existent quelque part. Et donc ils sont aujourd'hui confrontés à cette technologie et à cette nouvelle façon de correspondre, beaucoup plus intrusive, entre guillemets, beaucoup plus... on peut plus facilement en fait surveiller l'autre. Et en même temps, on peut aussi beaucoup plus se cacher qu'avant. C'est ça, c'est le paradoxe, hein. C'est à la fois beaucoup plus ouvert et beaucoup plus caché. Voilà, il faut pirater les comptes, il faut entrer dans des trucs complètement incroyables, etc. Donc, avec les fameux vols de portable, hein, votre conjoint qui vole le portable parce qu'il se méfie de vous, il commence à être jaloux, donc il regarde à l'intérieur, tout ça. Enfin, ouais, on connaît tout ça. Donc, vous voyez, avec tout ça, mais on a un potentiel de dingue. Et ça laisse songeur. Donc, la correspondance, c'est beaucoup varié. Moi, encore une fois, je suis pas tout technophobe. Moi, j'accueille tout ça. Je trouve que c'est du plus. C'est du plus. Moi, je veux juste pas renoncer à la dimension lettre, mail. Encore une fois, pour moi, c'est la même chose, hein. Lettre, c'est la version manuscrite et le mail, c'est la version numérique. Mais moi, je veux juste pas renoncer à la dimension lettre, que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur et qui est plus mon élément. Mais tout le reste, je prends. Et c'est autant de possibilités, de variantes. Mais c'est vrai que du coup, ça complexifie encore plus ce tissu de communication. Et avec le potentiel de drama qui peut aller dedans, si en plus il s'y mêle de la jalousie, de l'obsession, etc. Enfin, de tout le cycle amoureux. Et là, ça devient une autre aventure. Et voilà, et donc aujourd'hui, les gens n'ont jamais autant communiqué, paradoxalement, mais n'ont peut-être jamais autant mal communiqué et aussi superficiellement communiqué, et n'ont jamais autant papillonné en communication, parce qu'il y a aussi ça, c'est cette infinie de possibilités. Il y a tellement de gens à qui parler, tellement de contacts, tellement d'êtres humains là, accessibles tout d'un coup, on demande en ami, c'est fait en 2 secondes, on follow. Et donc les gens sont dans une éternelle insatisfaction, une éternelle quête de nouveaux correspondants, de nouveautés. Et donc en fait, on néglige les anciens correspondants, on néglige la personne avec qui on est, on n'approfondit pas les discussions, les communications, les correspondances. On élargit horizontalement, mais on n'approfondit pas verticalement la communication. À l'image de la sexualité d'ailleurs, hein, les gens veulent de plus en plus de partenaires, hein, veulent élargir horizontalement l'expérience sexuelle, mais alors l'approfondir verticalement, avec une seule personne se fixer et devenir les meilleurs amants du monde en quelque sorte, les partenaires in crime quoi, eh bien ça non, c'est assez peu exploré. Donc du coup voilà, c'est assez intéressant, et donc moi je rejette pas du tout ça, au contraire je prends, mais voilà, ça montre à la fois ses limites et son potentiel. Donc voilà, c'était juste cette réflexion-là qui me venait en fait en dernier lieu, qui est un peu comme une porte ouverte vers un éventuel projet ou je sais pas, un truc comme ça qui me vient à l'esprit, qui est à creuser. Voilà, donc tout ça forcément renvoie à un de mes principaux défauts, moi, en correspondance, de toute façon globalement, c'est que je suis lent. Je suis très lent. Je suis lent à composer les messages et je peux être lent dans la simple démarche de répondre parce que je me laisse même le temps de réflexion avant de répondre. Donc même avec notamment avec mon maître, hein, normal, là volontiers je laisse du temps, voilà, le temps passer parce que je lis une première fois le message, la lettre, j'y réfléchis pendant quelques jours, je la relis encore une fois et puis je commence à prendre des notes, etc. Bon là c'est un processus un peu long. Je peux pas me permettre ça avec d'autres correspondances où il faut être un peu plus réactif. Mais même là, je suis lent. Par rapport à ce qu'on attend, je suis lent. Je mets trop de temps à composer mes messages. De toute façon, globalement, je suis lent en général. Sur Discord, sur des Discord, on se fout de ma gueule parce qu'en fait, on voit pendant une éternité, machin, t'es en train d'écrire, machin, t'es en train d'écrire. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fout? C'est pas possible, il écrit un pavé. Parfois, en fait, j'ai écrit que 2 lignes finalement. J'ai pas écrit le pavé imaginé, j'ai écrit simplement 2 lignes. Mais ces 2 lignes, j'ai mis tellement de temps à les réfléchir, à les accoucher, à les formuler, à me décider sur une formule, tout ça, que ça a été une immense attente, tout ça pour ça, quoi. Et parfois, tout ça pour rien. Parce que parfois, en fait, ça écrit, machin, t'es en train d'écrire, machin, t'es en train d'écrire, machin, t'es en train d'écrire. Bon, bah, ils attendent, ils se demandent, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, rien n'arrive. Et ça, c'est un classique. Et ça intrigue beaucoup les gens, même sur Snap, etc. Je mets éternité, machin, t'es en train d'écrire, machin, t'es en train d'écrire. Bah, j'ai jamais reçu ton message. Bah oui, mais parce qu'en fait, finalement, j'ai changé d'avis, ou alors j'ai effacé le message, etc. Parce que je change d'avis beaucoup, je me rétracte, j'hésite, je modifie. Voilà, donc ça peut être frustrant parce qu'on m'attend beaucoup. Et en plus, parfois, quand on m'attend, c'est pour rien parce que finalement, le message n'arrive jamais ou arrive finalement plus court qu'on ne l'imaginait. Parce que entre temps, j'ai changé d'avis, parce que entre temps, je me suis dit finalement, ça vaut pas le coup. Ou alors, justement, dans des messages instantanés où on est plusieurs, la discussion a eu le temps d'évoluer beaucoup trop vite. Le temps que moi, j'écrive mon message, en fait, j'ai mis trop de temps à rassembler mes idées, à écrire le message.
Et entre-temps, ils ont avancé dans la discussion, le sujet, et c'est plus pertinent. Et du coup, c'est trop tard, et du coup, le train est passé, et je dois renoncer. Voilà, donc les scénarios sont infinis, mais en fait, moi, voilà, je suis pas du tout dans le monde de l'instantané, de l'immédiat dans la correspondance, dans la communication, dans l'écriture. C'est pour ça que du coup, la lettre, encore une fois, et le mail me conviennent beaucoup mieux et très bien. Et voilà, c'est plus un sport pour moi, c'est difficile, ça force ma nature, et c'est une approche un peu spéciale pour moi de le monde un peu plus du Snap, des PM, d'Instagram, etc. Parce que c'est pas mon élément naturel, mon registre, mon tempo. Et je dois à la fois faire un effort pour aller un peu plus vite, mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'aller lentement. Et du coup, j'ai une utilisation de ça un petit peu marginale, un peu différente. Et voilà, en plus, je ne parle même pas si je veux être un peu créatif, hein, des trucs sur Snap comme ça, où il y a moyen d'être un petit peu créatif, faire des choses. Bon, bah là, évidemment, là, je peux y passer des heures, hein, voilà, éventuellement. Mais non, non, voilà, donc du coup, il y a un facteur temps. Vous voyez, on retrouve finalement le facteur temps dans les correspondances, hein, l'importance du temps, de la générosité de son temps, la générosité de l'effort. Et ce sont des principaux critères qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de belles correspondances quasiment, qu'elles soient manuscrites ou pas, hein, même juste en numérique, c'est le temps. Soit les gens n'ont plus le temps, soit ils l'ont, mais ils ne veulent pas le consacrer à ça. C'est des paresseux, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup rencontré dans les correspondances, en fait. Hein, quelqu'un qui se vante un petit peu vite de dire ah, moi, j'ai une correspondance, etc. Mais en fait, on voit qu'elle n'a pas le même investissement que vous dans la correspondance. On voit qu'elle n'est elle est pas prête à y mettre autant de temps et d'efforts. Et du coup, il y a un déséquilibre énorme en fait entre vous, ce que vous écrivez, ce que vous envoyez, et puis parce que l'autre écrit et envoie, ça le fait pas quoi. Et généralement, c'est même pas vous qui arrêtez, c'est l'autre personne en plus, soit parce qu'elle réalise qu'elle n'est pas à la hauteur, soit parce que vous l'ennuyez, parce que c'est vous en fait, elle considère que vous êtes trop long, vous en faites des caisses, c'est trop, et du coup elle est débordée par ce que vous envoyez. Vous la faites chier, j'en sais rien, mais c'est vrai que moi du coup, encore une fois, j'en ai rencontré des petites qui présumaient de leur force, hein, qui se prennent pour des petites littéraires, pour des petites épistolières, et puis en fait, quand vous leur envoyez la sauce en face, voilà, elles n'arrivent pas à rebondir, elles n'ont rien à dire, elles n'ont pas de conversation, elles n'ont pas elles ont pas la générosité de temps et la capacité à se confier, à ouvrir leur cœur, à être comme ça, dans cette intimité un peu spéciale qu'est la lettre, qui demande vraiment comme ça, vraiment de baisser un petit peu sa garde, de se confier, de s'ouvrir un petit peu. Faut créer ce registre pour vraiment que ce soit classe, pour que ça envoie, pour que ce soit intéressant. Parce que si vous restez sur la réserve, vous restez trop formel, trop superficiel à la surface des choses, et qu'en plus vous manquez de talent, entre guillemets, etc., ça va très vite être chiant, ça va être trivial. Donc une bonne correspondance, en fait, c'est quand même, faut que ça envoie du lourd, quoi. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses, un petit peu idéalisée. Maintenant, j'ai peut-être un œil de déformation professionnelle, hein, qui est celle de l'écrivain, entre guillemets. Là, je me permets, en fait, de dire écrivain quand même, parce que, bon, il y a trois façons de constater qu'on est écrivain. Il y a la façon concrète, pragmatique, de dire un écrivain, c'est quelqu'un qui est édité. Bon, dans ce cas, j'ai déjà été édité, mais comme je ne suis pas édité actuellement et que je ne suis pas une édition continue, je ne vais pas dire que je suis écrivain dans cette définition-là. Il y en a qui vont aller plus loin, qui vont dire non, non, écrivain, c'est quelqu'un qui gagne sa vie de sa plume. Alors déjà, ça limite beaucoup les choses, parce que il n'y a qu'une petite centaine ou dizaine d'écrivains qui vivent de leur plume. Hein. Donc déjà, ça laisserait plus grand monde, mais enfin bon. Donc en gros, on met ça sur le plan des revenus. Ça voudrait dire en fait quand même des gens comme Guillaume Musso et Marc Lévy sont plus écrivains que des gens qui écrivent mieux qu'eux, mais qui gagnent pas leur vie avec. Bref, donc ça me paraît un peu limite. Après, il y a écrivain en termes d'effort et de temps de travail. Bon, déjà, c'est un peu plus intéressant. C'est-à-dire qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui passe sa journée à écrire. Après tout, là, sur ce coup-là, qu'on soit publié ou pas, qu'on en vive ou pas, en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille. Bon, dans ce cas, c'est vrai que c'est déjà un peu plus intéressant. Mais on pourrait aller plus loin et dire en fait qu'un écrivain, c'est un état d'esprit. Voilà. On est écrivain presque par nature, par tempérament, par état d'esprit. Et qu'on pourrait même ne pas travailler pendant un moment, on resterait fondamentalement un écrivain. Voilà, on a une personnalité d'écrivain. Ça, c'est le cas de gens comme Oscar Wilde ou Baudelaire, qui ont passé beaucoup de temps à procrastiner, même Proust. Proust, Oscar Wilde, Baudelaire, c'est des grands procrastinateurs. Ils ont passé la majorité de leur vie à ne pas écrire, ces gens-là. Et on va dire à glander, à différer le moment d'écrire. Ils procrastinaient beaucoup, ils sont connus pour ça. Quand ils s'y sont mis, ils se sont bien mis. Mais il y a beaucoup de paresse là-dedans. Et pourtant, avant même qu'ils y publiaient, longtemps avant qu'ils publient, sans publier et même sans écrire, ils étaient considérés par tout le monde comme écrivains. Et c'était des écrivains. Parce qu'au fond, même s'ils n'écrivaient pas encore la grande œuvre ou leur œuvre, ils passaient leur temps à écrire déjà, écrire à des gens, écrire des lettres, ou écrire des petits articles, écrire des choses, écrire pour eux, des brouillons, des journaux, tout ça. Donc il y a déjà beaucoup quand même d'écriture en coulisses, d'écriture parallèle, mais aussi d'écriture dans leur tête, d'écriture en eux, et j'ai envie de dire une attitude d'écrivain par rapport à la vie, par rapport aux gens, par rapport aux choses. Et en fait, cette attitude d'écrivain, elle se manifestait en fait entre autres par ce perfectionnisme justement, par ce souci des mots, ce soin des mots,
et ce travail de la langue, et cette passion comme ça pour l'écriture, pour la communication écrite. Et en ce sens-là, c'est pour ça que là, du coup, là, clairement, moi, j'ai une déformation professionnelle d'écrivain. Parce que je suis comme ça. Depuis que j'ai appris à écrire, depuis que je sais écrire, peut-être même avant, d'ailleurs, j'en sais rien, mais je me sens écrivain presque par façon d'être, par ma façon d'être, par ma nature quasiment. C'est en moi. Déjà à 12 ans, dans mon approche de ce que c'est qu'une lettre, d'écrire des lettres, dans ma démarche par rapport à ça, puis dans ce que j'écrivais déjà, hein, j'avais écrit des nouvelles, des histoires, des scénarios, tout ça, mais c'était ma nature en fait, et j'aurais pu même ne pas écrire. C'était mon approche des mots et des choses et de tout ça était celle d'un écrivain en fait, était dans une mentalité d'écrivain. Pour avoir mon approche des lettres que j'avais quand j'étais adolescent, qui était clairement pas celle des autres adolescents de mon âge, c'était clairement une démarche d'écrivain en fait. J'étais déjà écrivain, on va dire, dans ma mentalité, dans mon tempérament, dans mon caractère. Et bah, ça m'est resté. Et travailler un message de Snapchat, hein, pendant 2 heures, 1 heure et demie, 3 heures, faire des brouillons sur un bloc-notes, corriger ce brouillon, faire des espèces d'épreuves de ce brouillon, faire de la typographie, de la mise en page, etc. Réfléchir à chaque mot, changer d'avis, corriger, modifier, etc. Toute cette démarche, prendre autant à cœur la chose, s'investir autant dans le message, aussi bien dans son contenu que dans la façon de le délivrer, le travail quasiment que ça opère, parce que c'est composer un message plus que simplement l'écrire comme ça à main levée, bah, c'est quasiment une démarche d'écrivain en fait, c'est une façon d'être d'écrivain ça. Voilà, donc évidemment, tout ça c'est un peu biaisé parce que là j'ai un peu abordé les choses en puriste entre guillemets des mots de la communication écrite qui prend ça un petit peu trop à cœur, en plus qui met un peu de romantisme là-dedans, peut-être là où il n'y a pas forcément de raison d'en avoir, d'en mettre. Mais en tout cas, voilà mon expérience avec tout ça. Voilà mon vécu avec la correspondance, avec les lettres, mon amour des lettres, mon amour pour les lettres en général, les lettres modernes, les lettres classiques, mais les lettres, la correspondance épistolaire. Mais aussi la communication en fait en général et voilà la correspondance voilà et en fait elle peut prendre plein de formes. Mais moi je suis pas du tout snob des réseaux sociaux, et je les utilise volontiers. Donc j'adore les lettres et les mails, mais il n'y a pas de raison. J'utilise voilà, les réseaux pour ce qu'ils sont et les personnes parfois auxquelles je tiens et avec qui je veux communiquer, avec qui je veux écrire, bah, sont sur ces réseaux-là. Donc je vais les trouver là où elles sont ces personnes-là. Donc si elles sont sur Snap, si elles sont sur Instagram, si elles sont sur Messenger, eh bien je vais là où elles sont et je m'adapte tant bien que mal au format. J'avoue que j'en détourne souvent beaucoup les règles et les us et coutumes, que j'ai mon approche à moi qui peut être un peu étonnante, frustrante, parce que je supprime beaucoup, parce que je change d'avis, parce que j'édite, parce que je modifie, parce que je mets du temps à écrire, parce que finalement j'en vois pas, etc. Bon, c'est spécial. Mais je m'applique, ça c'est sûr. En tout cas, je m'applique et je m'implique. Je m'applique et je m'implique. Et pour moi, c'est le secret de toute bonne correspondance, c'est avant tout l'implication et l'application. Et donc ça implique le temps, la générosité, l'investissement émotionnel. Et quand on a quelqu'un comme ça en face de soi qui fournit ça, on est sûr d'avoir un bel échange au final. Voilà. Donc, écoutez, je crois, il me semble, sans trop m'avancer, que j'ai fait le tour, entre guillemets. Ça a été un long podcast. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur et dans la tête à ce sujet. Ça me traversait depuis quelques temps, comme ça, j'avais envie d'en parler, parce que ça, voilà, des choses, comme je disais, le sujet du talk et puis des messages que j'ai écrits récemment m'ont fait penser à ça. Et voilà, pour ce petit retour d'expérience par rapport à la correspondance et aux réseaux sociaux et aux lettres. Donc de votre côté, n'hésitez pas, vous, à me donner vos retours d'expérience, votre avis, votre vécu par rapport à ça, vos anecdotes. Et puis ben voilà, écoutez, en espérant que ce podcast vous ait plu, malgré son caractère un petit peu égotiste et malgré ma voix pas à son maximum, à son potentiel maximum à cause d'un vilain rhume. Sur ce, bah, écoutez, je vais prendre congé. Je vous remercie. Je vais poser la plume pour ma lettre, voilà. À très bientôt, très cher. Voilà, avec tout mon dévouement, toute mon affection, bien à vous, signé Alexandre GR, Kit Charlemagne, voilà. Merci à vous de votre écoute. À la prochaine pour une autre vidéo, un autre podcast, un autre live. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut les happy few.